Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et de leurs adaptations. C'est la première émission sur 3 consacrée au mois de septembre 2022, une rentrée qui est chargée évidemment en termes d'actualité puisqu'il se passe toujours plein de choses. C'est un milieu culturel qui vit, qui brasse beaucoup d'énergie, qui fait émerger plein de projets, donc il se passe énormément de trucs et bien entendu on est là pour vous en parler, comme ça vous êtes au courant, comme ça vous êtes informés, comme ça vous êtes alerte, et comme ça quand vous faites un repas de famille, vous pourrez dire ah oui, saviez-vous que Howard Chaykin sort une nouvelle bande dessinée, comme ça, et tout le monde n'en aura rien à foutre, mais vous le saurez, et c'est comme ça qui fait plaisir. Corentin, tu es avec moi, bien bonjour. entendu. Ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Je suis ravi de te retrouver pour ces podcasts. C'est vrai? Comme à chaque fois. Ça fait plaisir. Imagine que si je n'étais pas ravi de te retrouver, ce serait quand même un petit peu compliqué de faire tous ces podcasts ensemble. Hein. C'est vrai, depuis 8 ans. 8 ans, ouais, ça bientôt fait 9 ans. C'est vrai que ça Qu'est-ce qu'on fait pour nos 10 ans? Je sais pas. Tu payes le resto, quoi. Je sais pas, je pense que tu largues ta meuf et qu'on se marie, un truc comme ça, non? Ouais, c'est une cérémonie, c'est comme les couples qui célèbrent leur mariage original en refaisant un mariage. On refera le podcast San Diego Comic Con 2014. Avec le recul, tu vois, on réanalysera toutes les news en mode genre ouais, Shazam il arrive bientôt, ça a l'air bien. Je crois que j'ai même pas envie d'écouter les tout premiers podcasts qu'on a fait ensemble. Parce qu'à mon avis, ça doit être un peu. J'avais un rire différent à l'époque. Oui, je pense que la qualité audio doit être assez horrible aussi, vu que vous êtes tous à distance avec du matériel lamentable. Hein. Mais après voilà, c'est comme ça c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est vrai. Et on va forger. Forgeons dès à présent. Alors un petit point toujours quand on commence par l'actualité comics sur les campagnes de financement participatif en cours, et il y en a une qui à l'heure où on enregistre ce podcast a déjà tout explosé, et en même temps vu le projet que c'est a priori normal, c'est la réédition du Bloodstar de Corben, basé sur les écrits de Robert E. Howard. Corentin, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot? C'est chez Delirium, c'est un gros bouquin, c'est collector, tout ça, ça a l'air énorme, et la campagne donc a déjà explosé, donc on vous en touche quand même un mot parce que c'est important de soutenir à la fois le travail de Delirium qui est assez incroyable, et aussi pour à la limite permettre à des gens de découvrir ce que c'est Bloodstar. Par exemple, moi je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Bloodstar? Alors Bloodstar, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Robert E. Howard, le fameux créateur de Conan le Barbare, comme chacun sait, qui, voilà, mon personnage de Conan qui a une influence très vaste sur la fantasy américaine, puisque c'est considéré comme le premier grand auteur de fantasy américaine, un genre qui était plutôt réservé aux Britanniques jusqu'ici. Donc il y a eu différentes adaptations, parmi lesquelles celle de Roy Thomas chez Marvel, beaucoup d'autres projets de Robert E. Howard qui ont été adaptés, et Corben lui s'y était mis aussi. Alors pour un petit éditeur dont le nom va pas me revenir tout de suite, qui avait ensuite été traduit en France pour aux Humanoïdes Associés, parce que voilà, Corben égale Métal Hurlant égale les Humanos, et qui était devenu un peu introuvable, surtout en bonne qualité, parce qu'il y avait une version colorisée qui était donc celle des Humanos, mais la version originale était en noir et blanc. Donc Delirium, comme tu l'as dit, qui font un travail assez exceptionnel de pas juste d'importation mais aussi de remasterisation, de remise à jour de beaucoup de projets, notamment sur Corben aussi. Sur Corben, mais on se souvient que sur Murky World ils avaient été les premiers à avoir l'édition TPB en travaillant directement avec la fille de Corben, je crois, pour éditer. Donc c'est un album dont on avait parlé, qui est un peu le dernier projet de Corben avant sa mort, d'ailleurs qui est carrément en fait le dernier projet de Corben avant sa mort. Et Bloodstar, donc ils ont été voir José Villarrubia, un coloriste voilà très connu qui a travaillé avec Corben et que d'ailleurs on a eu sur First Print, coucou. Tout à fait. Donc voilà, pour une version qui n'existera que en France, qui est donc une version où on reprend les scans des planches originales et où Villarrubia les retravaille pour donner de l'effet. Donc un super projet au demeurant pour les fans de Corben, pour un album qui est très rare et souvent considéré comme l'un de ses meilleurs travaux de dessinateur. Si vous aimez pas le style Corben de Murky World, justement plus caricatural, plus exagéré dans les formes, les visages, les muscles, la sexualité, là on est sur quelque chose de beaucoup plus digeste, beaucoup plus fantasy classique, et qui est vraiment bien, qui a été un succès critique au moment de sa sortie. Donc effectivement, comme tu l'as dit, ils en sont déjà à 50 000 de récoltés sur 8 000 euros quand même, donc de demandes. Donc tous les paliers ont été largement explosés, ce qui fait très plaisir. Et en même temps, voilà, il reste encore 31 jours pour pousser le projet plus loin. Désolé, pour pousser le projet plus loin. Et voilà, donc l'album est un peu cher, hein, je trouve, moi personnellement. Je me tâte à me le prendre quand même. Mais voilà, donc là actuellement, tous les paliers ont été brisés. Donc dès le dernier qui était à 45 000 euros. Donc il y aura des prints, il y aura des ex-libris, il y aura une couverture voilà, bien belle, ça veut rien dire, avec un dos toilé, tout ce qu'il faut. Donc c'est super chouette de voir l'engouement que ça a généré, et on espère maintenant que la suite,
parce qu'il y a un autre grand auteur de fantasy qui va bientôt être adapté, enfin, qui a été adapté en comics, qui va arriver bientôt chez Delirium. Que toute cette école de BD qui était effectivement un peu compliquée à vendre auprès des Français, trouvera son public maintenant, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, de toute façon, vous avez toujours, à chaque fois qu'on parle de ces campagnes de financement participatif, on met le lien dans la description du podcast sur l'actualité, sur le petit point du programme sur lequel on évoque cette actualité, et l'autre campagne en cours aussi sur laquelle on va attirer votre attention, qui n'est pas encore complètement à 100% au moment où on enregistre ce podcast, mais on n'a pas trop de doute sur le fait que ça le sera, mais voilà, pour donner un coup de main, c'est toujours bien. C'est le Tide Song de Wendy Xu, qui est en cours de financement donc chez Bliss Edition. Donc ça fait partie en fait de leur gamme de bande dessinée young adult / jeunesse qui évolue en parallèle et qui commence petit à petit à prendre le pas d'ailleurs aussi sur les publications Valiant, puisque Valiant lui a réduit son volume de façon très importante. Donc forcément c'est un peu compliqué pour une maison d'édition de proposer des titres si la maison d'édition américaine ne sort rien. Et donc ça fait quand même maintenant depuis quelques temps qu'on a vu maintenant que Bliss se développe sur ce marché d'une bande dessinée voilà, on va dire entre jeunesse et young adult, avec des thématiques assez fortes et souvent un petit peu engagées, que ce soit sur, on va dire, le développement de soi, l'acceptation de soi, la question des différents des questions de genre et de sexualité. Donc voilà, des trucs très bien qui font souvent râler les vieux passés 40 ans, mais qui plaisent en général surtout aux nouvelles générations de lecteurs et de lectrices, et avec quelques excellents titres. On a vu notamment toute la trilogie des Dragontés de Kay O'Neill que même Corentin a lu, je crois. Tout à fait, oui. Et c'était bien. Et ouais, non, c'est plutôt c'est mon avis de critique professionnelle. Plutôt cool et plutôt enchanteur. Donc c'est vrai que vous ne le dites jamais, on enregistre dans des conditions un peu particulières puisqu'on est à la Felicita, qu'il y a des portes et des trucs comme ça qui s'ouvrent, donc on s'excuse un petit peu du bruit pensant ambiant. naïvement que le matin ce serait plus calme. Si vous l'entendez, non, mais le truc c'est qu'on nous a dit aussi à chaque fois que vous dites ça, en fait on n'entend rien, donc j'espère qu'effectivement vous n'entendez rien. Et donc je reprends donc sur Tide Song, donc c'est un album de Wendy Xu qui nous parle en fait donc de Sophie, une sorcière qui a un peu du mal à maîtriser ses pouvoirs et qui est donc envoyée chez sa grande tante pour s'entraîner à un examen d'entrée pour la meilleure école de magie du royaume. Donc aussi la sorcellerie, un secteur qui a été beaucoup mis en avant et développé notamment par pas mal d'autrices, parce que la question de la sorcellerie c'est une thématique très féministe aussi, et parce que ça plaît au final, voilà. Et plutôt que d'avoir des trucs de sorciers écrits par des gens un peu transphobes, et bien autant aller vers des bandes dessinées un peu plus sympas. Je ne sais pas, je fais des allusions comme ça, voilà. Je call out tellement je suis un lanceur d'alerte. Voilà, c'est ça, merci. Un whistleblower. Et donc cette jeune Sophie qui va aussi en fait essayer de s'entraîner donc et lâcher un sort en fait qui va un petit peu partir en cacahuète, et qui va en fait emmêler dans son sort en fait un jeune dragon d'eau, et donc en fait qu'elle va devoir aider ensuite à se séparer de lui tout en retrouvant sa famille, et afin de maîtriser un petit peu ses pouvoirs. Et si vous allez sur la page du Ulule, vous allez voir que la couverture directement et les planches en fait ça fait très 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 penser à du Miyazaki, plutôt un peu du côté de Ponyo d'ailleurs, un peu tant qu'on est dans le registre aquatique. En tout cas moi j'ai pu feuilleter en numérique et déjà pas mal des planches intérieures. C'est super beau, c'est vraiment, il y a, enfin en plus narrativement parlant, les cases sont très lisibles et tout, il y a une bonne maîtrise en fait du découpage et tout ça pour que ce soit vraiment super agréable à lire. Et je pense vraiment que là aussi, comme pour les Dragontés, on est sur de la bande dessinée qui peut tout autant se lire quand on est adulte que quand on est plus jeune. Donc comme on le dit souvent, de toute façon si c'est pas pour vous pouvez aussi l'offrir à quelque chose. Et vu que ça doit sortir après en octobre, c'est toujours bien à la limite de prendre un petit peu d'avance et de se dire que s'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire bientôt ou pour les fêtes de fin d'année, à mon avis c'est clairement un album qui pourrait vous faire plaisir. Donc ça s'appelle Tide Song, on en reparlera dans les back issues. En tout cas moi j'ai envie de vous en reparler parce que je reste toujours bloqué sur cette couverture et notamment tous les effets que Wendy Xu met sur en fait sur l'environnement aquatique. Il y a vraiment des très très belles trouvailles d'un point de vue artistique. Donc voilà, je suis chaud, ça sortira en octobre normalement en librairie, mais là vous pouvez précommander directement chez Bliss parce que on vous le rappelle, c'est une façon de faire qui permet de soutenir directement la structure qui est totalement indépendante, et donc c'est bien de soutenir les indépendants. Ensuite, Corentin, sur l'actualité aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent en temps réel et qui est pas avec 2 mois de retard. Et d'ailleurs, on ne vous fait pas de reproche. Si vous nous écoutez, c'est quand même très bien. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent vraiment, début septembre, sachez que dans quelques semaines, début octobre, se tient le festival Quai des Bulles à Saint-Malo et qu'il va falloir vous y rendre
absolument parce qu'il va y avoir beaucoup d'invités présents, notamment avec les différents éditeurs de comics qui ont décidé de jouer le jeu une fois de plus, mais même des éditeurs, on va dire, des éditeurs français, mais qui ont avec eux des auteurs et des artistes et des autrices qui font partie de la BD qu'on aime évoquer dans nos chroniques, que ce soit sur comicsblog.fr ou sur First Print. Alors du côté notamment de 404 Comics, on aura pas mal d'invités, puisqu'il y aura Jens-K. Steve, donc l'auteur de Duns, qui était l'une des premières sorties chez 404 à côté de Big Girls il y a maintenant plus d'un an. Et il y aura aussi l'équipe créative de Mundus, donc Laurent Kessy et Oriol Roig, que vous allez d'ailleurs entendre tout bientôt sur First Print, puisque on a fait un Super Friends avec eux pas plus tard qu'il y a 2 jours à l'heure où on fait ce podcast, donc ça arrive là très bientôt. À côté, il y a aussi Rue de Sèvres qui sera présent avec les auteurs du label 619 qui seront au cœur de l'actualité cet automne, c'est-à-dire qu'on aura Run et Florent Maudou pour défendre l'excellent A Short Story. Là aussi, pas de surprise, il y a un podcast en préparation de ce côté-là, on espère vous proposer quelque chose de stylé. Il y aura également Neyaf qui sera là, j'imagine, avec Okahei en avant-première qui sera disponible sur place et qui a déjà été annoncé par énormément de gens et pas mal de collègues journalistes BD comme la BD de l'année, en tout cas l'une des BD de l'année. Donc on a vraiment très hâte aussi de la découvrir, et donc ceux qui seront sur place pourront certainement le faire. Il y aura aussi Def Bark Def, illustre auteur américain qui avait reçu le Grand Prix Comics il y a 3 ans maintenant pour Kent State, ou c'était il y a 2 ans, je ne sais plus, mais voilà pour Kent. C'était non, c'était il y a pas si longtemps que ça. Après le temps passe tellement vite. On en avait parlé dans les front pages justement. C'était en 2020 peut-être alors déjà. Mais donc Kent State, le immense récit biographique sur la tuerie de Kent State en fait, et la façon dont le gouvernement avait voulu couvrir comment la façon de gérer des émeutes étudiantes, enfin des manifestations étudiantes, s'était soldée par des morts tout simplement. Et également Achilleos sera de nouveau là. Si vous vous souvenez bien, on avait fait un podcast avec Emmanuel Bouteille il y a à quai début l'année dernière, et donc il sera de nouveau présent avec pas mal d'invités aussi sur leur sortie, puisque on aura quand même Max Sarin, déjà la dessinatrice de Giant Days, ça c'est super cool d'ailleurs, qu'on va aussi avoir en podcast bientôt, puisqu'elle est tout le monde en fait. C'est le principe de First Print. On est sponsor quai début. Non, c'est pas ça. Ouais, non, mais c'est le principe de First Print, c'est qu'effectivement on essaie d'inviter tout le monde dès que les gens sont de passage en France. Ouais, c'est ça. Il y aura aussi Stephen McCraney qui fait Space Boy, c'est une petite série à plutôt jeunesse aussi. Je crois que maintenant ils en sont à 4 ou 5 tomes chez Achilleos dans un petit format, enfin qui fait vraiment du coup bande dessinée pour Jones. Alors que je connais pas personnellement, mais a priori c'est bien. En tout cas, s'ils font pas un Jones, pas tout le temps, mais j'ai pas le temps de tout lire non malgré plus. Malgré tes t-shirts et tes baskets. C'est ça, ouais, elle va te faire foutre. On a également, il nous a annoncé également que Juliette Fournier de Backgammon et Ronan Toulat, par contre, pour l'excellent Le Roi des Ribauds, seront aussi là. Il y a aussi Fifol pour quelque chose qui s'appelle The Art of Fifol, donc là que je ne connais pas. Et par contre, JB Andrae qui signe le bouquin Créature, qui là, par contre aussi en termes de travail graphique, c'est assez somptueux. Si vous connaissez pas, tapez Créature Achilleos, vous allez voir juste la couverture et vous allez faire oh jeez, je veux ça dans ma bibliothèque. J'en suis à peu près sûr. Vous êtes Morty de Rick et Morty. Voilà, c'est ça. Oh jeez, Rick. Oh jeez, Morty. Oh jeez, j'ai envie d'avoir ce bouquin dans ma bibliothèque. Shut up, Morty. Shut up. Allez, très bien. Donc voilà. Donc ça c'est donc moi je ne serai pas à quai début cette année, puisque je serai de l'autre côté de l'Atlantique au même moment, ce qui c'est un peu relou, mais voilà, il fallait faire. Non, mais tu sais que moi je suis moi je suis plat et dessert, donc si d'habitude quai début c'est fin octobre, donc j'aurais bien aimé pouvoir faire New York et quai début cette année, mais ce sera une prochaine fois. Mais en tout cas voilà, on vous invite à vous y rendre si vous le pouvez, parce qu'il y aura plein de choses. Et puis il y a aussi c'est qu'il y a Serge Lehmann qui sera là de la Brigade Chimérique, par exemple. Il y a Loisel aussi. Il y a plein d'auteurs, d'autrices, d'artistes très très cool qui sont sur place. C'est à taille humaine, c'est très sympathique, les gens sont disponibles et tout ça. Donc c'est breton. Et puis il y a des crêpes, il y a des crêpes et du cidre et des moules frites et du kouign-amann. Voilà. Et du chouchen. Voilà. Donc tout ce qu'on aime en soi. Donc quai début c'est du 7 au 9 octobre je crois cette année, et le prix ACBD Comics sera remis à ce moment-là, et ça tombe bien puisque il a été officialisé, il a été annoncé, et donc
sans grande surprise, c'est Beta Ray Bill qui a gagné effectivement. Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson. C'était tendu, c'était pas évident. Mais alors je déconne, je fais pas comme le mec du FIBD, j'annonce pas des faux prix pour faire marrer la foule. C'est donc non mais ça drôle ça. Ah bah ça je sais qu'il y en a. Je pense qu'il y en a un qui a toujours le truc sur Saga en travers de la gorge clairement. Et donc c'est Monstre, bien entendu, c'est Monstre de Barry Windsor Smith qui a gagné. Et en même temps, quelle surprise. Et en même temps, c'est ça. Est-ce qu'il y avait vraiment, enfin, tous les albums, en mon sens, c'était bon. Non. Enfin, si, oui, mais pas tous aussi bons. Oui, non, mais c'est ça. C'est que malgré la qualité de la sélection générale et malgré aussi la qualité de certains albums qui ont été oubliés, effectivement, enfin, qui n'ont pas été choisis et pour lesquels Corentin m'a copieusement passé un savon la dernière fois. Oui, quoi. On a eu un débat d'idées intéressant et recherché. Ça, mais après, tu vas te taper. J'ai gagné. Je le dis. Ouais, bien sûr. C'est pas très compliqué, tu sais, c'est comme se battre contre un infirme, c'est pas, voilà. Allez, Corentin, du coup, Monstre qui a gagné, c'était effectivement voilà l'évidence, ça ne pouvait d'être que lui. Bah parce que c'est le grand retour de Barry Windsor Smith pour un album qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus riche, beaucoup plus dense que la plupart de ses concurrents. Même s'il y avait effectivement voilà beaucoup de qualité, on récompense aussi, je pense, l'expérience, l'aboutissement d'une technique, d'un genre, et un album qui quelque part paraît un peu hors du temps par rapport à beaucoup de ses collègues qui font plus moderne. C'est super cool pour Barry Windsor Smith, mais enfin, je pense pas que ça va, genre il va pas bondir au plafond en mode genre ouais j'ai gagné la CBD, mais ça nous rappelle quand même que ce prix-là existe pour les comics aussi, et qu'on a des raisons de célébrer la qualité en comics chaque année, et que effectivement là on pouvait au moins se poser la question de qui est-ce qu'allait être le premier, même si effectivement pour moi Monstre était quand même largement devant. On voit que chaque année, on a quand même des très bons projets qui sortent, et c'est toujours un plaisir de savoir que ça peut peut-être intéresser les gens, justement, si on se met à nous aussi à se prendre pour les mecs des Oscars, etc. Très bien. Donc voilà, c'est disponible chez Delcourt, c'est à lire, c'est à emprunter en bibliothèque. J'en pense en plus que c'est le genre de bouquin qui a été choisi par des bibliothécaires. Enfin, j'imagine, vu la prestance du monsieur. C'est énorme. Préparez quand même un paquet de mouchoirs à côté parce que c'est dur. C'est une lecture qui est assez difficile et je ne serais pas surpris que plusieurs d'entre vous soient émus. En même temps, la plupart des albums de cette sélection, c'était pas des trucs très très joyeux, hein. C'est vrai, ouais, mais Bill, c'est pas. Oui, mais je me suis pas retrouvé dans le même état que quand j'ai lu Monstre par rapport aux autres, très sincèrement. Moi, Layla Starr. Encore Layla Starr, non, c'est vrai que Layla Starr, même Beta Ray Bill aussi, ça m'avait un petit peu rendu triste. Oh, le fragile. Bah, complètement. Oh, il fait du catch, ça m'émeut, c'est trop beau. Ça me rappelle mes jeunes années. T'es con ou quoi? Allez, Corentin. Voilà, lisez Beta Ray Bill, vous comprendrez la vanne. Exactement. Corentin, on continue, on ne s'arrête pas. C'est donc, on retourne un petit peu chez Delirium, justement, tu vas nous parler un petit peu juste de l'un de ces prochains, bouquins qui arrivent, pardon, c'est Elric de Roy Thomas. Alors, c'est vrai qu'il y avait eu, en fait, il y a eu plusieurs mini-séries, et la dernière, en fait, la troisième mini-série avait été sortie l'année dernière ou il y a 2 ans chez Delcourt, mais là, en fait, il va reprendre tout du début, en fait, pour vraiment proposer, Ah, je savais pas que ça avait déjà été édité, tu vois. Il y a un petit album, c'est Corum, je crois, ça s'appelle, et c'était sorti l'année dernière chez Delcourt. Un truc. Ok. Bah là, en l'occurrence, c'est pas complètement de l'inédit, mais là, il reprend depuis le départ, quoi. Oui, alors en l'occurrence, donc c'est la série. Alors du coup, l'éditeur américain, je ne l'ai pas, mais c'est une série donc de Roy Thomas, donc le fameux grand architecte de Conan le Barbare qu'on considère à tort ou à raison comme le deuxième grand responsable de la carrière de Conan avec Robert T. Howard, et pas Schwarzenegger ni John Milius. Et effectivement, c'est assez logique puisque Roy Thomas, qui avait donc travaillé sur Le Gros Barbare, va maintenant prendre son espèce de décalque inverse. C'est-à-dire que Elric, c'est un personnage qui est ouvertement en fait une réponse méta à Conan. Là où Conan est un guerrier musclé, un peu taiseux, on va dire, et félin, etc. Elric plutôt est un personnage très frêle, qui pratique la magie, qui est un albinos, qui ne fit pas dans le décor, dans un monde de fantasy, donc créé par Michael Moorcock, voilà, dans le cadre du champion éternel, qui est en fait une sorte de multivers où chaque réalité a, on va dire, un guerrier légendaire qui va être le véhicule de chaque histoire. Voilà, donc Elric, effectivement, de Melny Bonnet, qui a été adapté par Thomas et par P. Craig Russell, alors qui n'est pas au dessin de cette histoire-là, mais qui ancre et qui, je crois, même fait les découpages, en fait. J'ai un petit doute là-dessus. Un album qui fera très bien, justement, dans la collection Delirium, qui s'était déjà intéressé beaucoup au travail de Corben en fantasy, et qui, voilà, après Bloodstar, ça paraissait assez logique, comme réponse un petit peu au grand chef-d'œuvre de l'adaptation de comics de fantasy. Enfin, l'adaptation en comics de romans de fantasy, de grands romans de fantasy. Le dessinateur, en l'occurrence, c'est donc Michael T. Gilbert, ancré par Russell. Donc vous avez quand même les structures à la Russell, vous avez ce côté très très ciselé, très
roman, enfin la couverture de roman fantastique. Voilà, moi cette série, je vous admets bien volontiers que je ne l'ai pas lue. Je connais un peu Elric de réputation, on va dire, et Moorcock qui est pareil considéré comme l'un des plus grands auteurs de fantasy de la deuxième moitié du XXe siècle. J'ai envie de dire que il y a une autre adaptation de ses écrits chez Glénat, je crois. Il y a eu pas mal de comics Elric en fait, et à un moment donné, Russell a pris vraiment les commandes pour écrire et dessiner les séries suivantes, parce que voilà, c'est encore une fois Russell, pour ceux qui ne voient vraiment pas du tout, c'est donc un pote de Neil Gaiman qui est très versé dans le fantastique, dans l'imagerie justement très à l'ancienne féerique. On en avait parlé récemment pour Killraven, où il y avait, comme on avait dit, cette notion beaucoup plus romantique et beaucoup plus esthétique qui était arrivée, beaucoup plus littéraire aussi quand il avait pris les commandes du projet avec Don McGregor. Donc voilà, on va probablement, moi je vais mettre le nez un peu dedans pour pouvoir vous en reparler au fur et à mesure que la campagne va se lancer. Après, faut le lire, hein. Si tu mets juste ton nez dedans comme ça va pas. Non, je lis par le nez, moi. Ah. Tu vois, j'ai BD olfactive, en fait. Comme Daredevil, tu vois, qui touche. C'est pour ça que tu te fais virer des bibliothèques à chaque fois, c'est ça, ouais. Ouais. Il sniffe le bouquin, il est bizarre, lui, c'est trop chelou. Maman, pourquoi il met son nez dans les livres, le monsieur? C'est une forme de perversion, ne faites pas ça chez vous. Mais donc voilà, on en reparlera quand j'aurai l'occasion de vous en dire plus de détails. Mais effectivement, c'est très logique dans le catalogue Delirium, et de ce que j'ai fait comme recherche par rapport à ça, c'est considéré comme l'une des meilleures adaptations de Elric, sachant que c'est pas un personnage aussi connu que Conan, c'est pas un personnage qui a été autant courtisé par le cinéma, parce qu'il y a eu 40 000 projets d'adaptation mais qui n'ont jamais été au bout, et voilà, il y a eu des jeux de rôle, pareil, je suis même pas sûr qu'il y ait eu des jeux vidéo. Donc on est pareil, encore une fois, chez Delirium, toujours dans un peu la culture élitiste de niche, qui est un peu un truc à eux que moi je trouve génial. Donc soutenez ce que fait cet éditeur qui est rare et précieux. Et d'ailleurs ça sort tout juste là, ça sort cette semaine. Donc le 16, je crois d'ailleurs, pour mon anniversaire, il me semble, Arnaud. Bon, c'est facile ça, du coup. On peut discuter peut-être. Une petite idée de cadeau très simple, effectivement. Oui, parce que j'ai dit au fur et à mesure de la campagne, mais non, là c'est édité tel quel, sans levée de fonds. D'accord. Allez, Corentin, on continue, on ne s'arrête pas toujours. Moi, c'est à moi de vous parler juste d'un nouvel album que, pareil, je n'ai pas encore lu, mais c'est parce que c'est juste pour parler de ce travail de cet auteur, et parce que et je fais une grosse dédicace à Christopher Malouane, qui est donc libraire chez Comic Zone et qui anime le podcast Le Gaufrier. Écoutez-le, c'est vraiment sympathique, c'est vachement plus écrit que nous, avec des très chouettes... C'est pas compliqué. Ouais, non, mais du coup, c'est pas de l'impro, c'est vraiment avec Christopher et ses collègues libraires, en fait, qui font des chroniques de BD, comics, manga, et c'est vraiment plutôt bien foutu, donc allez les écouter. Et donc Christopher qui était passé à une époque, je sais plus si c'était pour un back issue du reconfinement, je crois, pour nous présenter Démon de Jason Shiga, donc un auteur américain d'origine asiatique, en fait, qui est fou, en fait, tout simplement, qui a un cerveau génialement malade, hein, tout simplement, qui a fait et qui est édité chez Cambourakis en France, donc pas forcément l'éditeur dont on vous parle le plus par ici, clairement. C'est une comment on dit, tu sais, quand tu dis un truc petit mais pour signifier beaucoup plus. Ouais, alors là tu me... Un euphémisme, merci. Un euphémisme. Et donc et donc il avait notamment fait Christopher nous avait présenté Démon, qui nous montrait en fait l'histoire d'un type qui essaie de se suicider et qui se réveille toujours dans la même pièce et comprend pas ce qui lui arrive, en fait, donc il continue de se suicider de tout un tas de façons les plus atroces possibles. À chaque fois il redémarre, et du coup il met beaucoup de temps à comprendre ce qui lui arrive, et quand il comprend ce qui lui arrive, ça part encore plus en couille, alors que déjà le début est vraiment, ça part super en couille. Donc il y a une grosse intégrale qui était éditée, qui est complètement fou, et c'est vrai que le moment où Christopher Nolan m'avait dit tu verras un moment, on parle de couteau fait en sperme, et du coup j'ai fait ok, c'est bon, je veux en être, je veux savoir pourquoi il a dit ça. Il a les mots pour te parler quand même. Ah bah complètement, il avait compris le truc. Il sait comment activer les neurones de mon cerveau bizarre. Et mais par contre c'est drôle. Couteau en sperme. Couteau en sperme. Ouais, c'est ça. C'est drôle, c'est gore. Enfin, c'est brutal, quoi. C'est absurde. C'est complètement fou. C'est beau. Et c'est un style c'est une approche assez minimaliste, en fait, dans le dessin. Donc je dirais pas que les gens diront que c'est pas très beau, mais là on s'en branle parce que c'est la narration. Et surtout qu'il avait fait un autre livre avant qui s'appelle Vanille au chocolat, où c'est vraiment couteau en bave, toujours pas, mais c'est une BD, en fait, à choix multiples. En fait, tu vas choisir le destin de ton personnage au début avec un choix initial, c'est vanille ou chocolat, et en fonction de ça, t'as 1000 façons, en fait, de lire la BD, puisque il y a vraiment 1000 parce qu'à chaque fois qu'il y a un embranchement, ça permet d'avoir une histoire différente. Et donc là, il reprend un petit peu le même principe avec ce nouvel album qui s'appelle Léviathan, donc qui est aussi une bande dessinée dont c'est marqué une BD dont vous êtes le héros ou la héroïne,
où en fait donc alors le pitch, je vous le lis tel que présenté par l'éditeur, c'est dans un monde où les habitants vivent dans la terreur inspirée par le Léviathan, une créature marine gigantesque qui voit tout, entend tout et punit toute personne se rendant coupable de mensonges. Partez en quête de la baguette magique gardée par le sorcier Canox, dont la possession est réputée octroyer un immense pouvoir. Donc voilà, un peu plus dans la fantasy, on va dire, dans un truc, mais c'est pareil, c'est à chaque case en fait, vous avez parfois une petite séquence ou parfois juste une case unique qui vous dit ensuite en fonction de la décision que vous prenez, vous allez à telle page pour lire telle case. Donc ça vous permet de lire l'histoire de tout un tas de façons différentes. Il y a plusieurs embranchements possibles, et là en plus c'est le premier volume d'une trilogie qui était annoncé. Donc voilà, on va en reparler parce que je vais clairement aller me le prendre. Alors si l'éditeur me l'envoie pas, je m'en fous, j'irai en librairie comme tout le monde et j'irai le prendre aussi, parce que vraiment Jason Shiga, c'est de la frappe, c'est vraiment voilà. Donc je remercie encore Christopher de me l'avoir fait découvrir, et si vous connaissiez pas, je vous encourage à vous rendre immédiatement en librairie pour aller jeter un œil. Est-ce que ça t'intéresse un petit peu, Corentin? Est-ce que je te l'ai bien vendu? Oui. Mais je saurais pas en dire beaucoup plus vu que je n'ai pas lu aucun travail de ce garçon. Voilà, il faut en plus apparemment, parce que je l'ai loupé en dédicace l'autre jour sur Paris. Mais apparemment, il sera en résidence d'artiste pendant 1 an à Angoulême. Donc, si c'est bien le cas, il faut absolument que je descende à Angoulême pour aller lui poser quelques questions. Oui. Donc, voilà, encore. Si on arrive à voir Shiga sur First Print, vraiment, je pense que l'année sera encore plus belle qu'elle ne l'est déjà de ce point de vue-là. Elle va être belle. Tant mieux. Allez, Corentin, on continue du côté de la VS. C'est vrai qu'on va quasiment parler que de Creator Owned un petit peu, mais on va du côté d'une branche un petit peu anti-héros. Je sais pas si tu connais un personnage qui s'appelle Spawn, Corentin. Spawn. Oui, Mark Silvestri. Non, David Finch. Attends, je sais plus. Will Sportaccio, c'est ça? Je crois qu'ils ont tous dessiné dessus de toute façon. Oui, en plus, ouais. Oui, Spawn, effectivement, avec Delcourt, qui nous édite un portfolio collector avec 8 ex-libris pour le 30e anniversaire de la créature de Todd McFarlane. C'est pas obligé de le faire comme une pub Leclerc. En fait, si je voulais en parler, c'est effectivement cette année, on fête les 30 ans de Spawn. Oui, on est au courant du coup. C'est comme si, il est à peine plus jeune. C'est presque notre petit frère en fait. Tu vois, ouais. C'est ce qu'il est né pas si longtemps après nous. T'imagines que toi t'es encore en train de chier dans ta couche, que Todd McFarlane il était là, il balançait Spawn à la face on a des années d'écart. Oui, après c'est pas non plus, quand je chiais dans ma couche, Jack Kirby était encore en vie et il créait des comics aussi, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est plus rigolo d'avoir un rapport temporel sur des choses vraiment contemporaines. Mais il est pas tout jeune, Todd McFarlane. Maintenant il doit avoir la cinquantaine. Ouais, il avait 20 des patates quand il a créé Spawn, donc 21, 22, 23 par là. Et toi tu faisais quoi à ta vingtaine? Moi je faisais quoi? J'écrivais des articles. Déjà? Je crois. À 21, mais non. Non, mais tu sais, avant DC Planet, j'ai commencé j'ai travaillé pour un site de jeux vidéo, j'ai mon blog et tout, l'origin story de Corentin. Oui, mais on en a déjà parlé, frère. Non, je crois même si, pas. Non, même dans les podcasts où on détaille nos parcours, à chaque fois, je te dis ça, la même chose. Ah ouais? J'avoue, tu m'écoutes pas parce que t'es occupé à être sur ton téléphone à regarder des photos de cul, mais. Oui. Voilà. Et de couteaux de sperme, effectivement. Et surtout, ça sert à rien de se comparer avec des gens qui ont percé beaucoup trop jeunes et qui ont un talent, de toute façon, qu'on n'aura jamais. Mais, les 30 ans de Spawn. Arnaud est pas d'accord, là. C'est triste, ça. Attends, merde. Non, mais jamais on va dessiner comme Todd McFarlane, tu vois. Ça t'en sait rien. Déjà, à l'époque, des mecs de 50 balais qui avaient 20 ans de carrière derrière eux ne dessinaient pas comme Todd McFarlane. C'est vrai. C'est triste à dire, mais monsieur est un prodige. Et c'est pour ça qu'on ne se débarrassera jamais de Spawn, même si on aurait grandement envie parfois. Parce que là, par exemple, cette année, quand même, il y a eu, je trouve, un peu de forcing sur les 30 ans de Spawn. Oh non. Mais pas que d'ailleurs. Mais ça n'arrive qu'une fois. Et franchement, par rapport à DC, attends. Qu'une fois. Mais par rapport à DC qui fête les 80 ans, puis les 80 ans, tous les 5 ans, on a des anniversaires à la con. Pour les 25 ans de Spawn, on avait eu du Ramdam aussi, genre ce mot, le Ramdam. On avait eu du Ramdam aussi. Ramdam réclame promo à gogo. Là, tu vois, regarde, il a fait son Kickstarter pour la figurine. Pour les 25 ans de la première figurine. Mais ça ne nous touchait pas en France. Là, c'est l'éditeur français, donc soit direction de Thierry Mornay, qui en profite quand même pour, effectivement, il y avait l'album, mais quand même, le très bel album avec la réédition des tout premiers numéros, ce qui n'avait pas été possible depuis des années à cause du Bisbee avec Neil Gaiman. On a effectivement le lancement maintenant cet automne, en fait, des titres du Spawn's Universe, qui permettra donc d'avoir cette opération un petit peu de promo, mais surtout, ce qui est chouette, c'est qu'elle permet de faire participer des artistes français, en fait, sur cet univers, puisque dans ce portfolio collector, il y a effectivement il y aura 8 ex-libris, dont 2 signés par Todd McFarlane et Greg Capullo. Mais plus intéressant, on aura quand même Alexis Briclot, artiste français qui a déjà très fait connu. du Spawn, Alexis Briclot. Ouais, mais en plus qui est concept artiste chez Marvel Studios aussi. Bien sûr. Mais il a travaillé chez Image Comics déjà pour faire du Spawn. Alors ensuite, on a Benjamin Carré.
C'est carré. Non, bah, donc, Jamais faite. Pierre Denis Gou, Anthony Jean, dont on a aussi parlé plusieurs fois, puisque, bah, voilà, il a notamment participé aussi aux campagnes des jeux Batman, de Monolith, et qui fait vraiment des travaux complètement ouf. Laurent Lefeur, qu'on salue également. Donc, ça, c'est chouette, l'auteur de Foxboy. Et puis, bah, Paul Renaud. Qu'on aime je suis pas sûr que ce soit aussi. totalement inédit d'avoir Paul Renaud sur du Spawn, mais peut-être on me trompe. Peut-être pas inédit. Mais après, les illustrations en elles-mêmes sont inédites, c'est-à-dire que même si Briclot et Paul ont déjà fait du Spawn, là, c'est des travaux inédits qu'ils présentent, c'est des illustrations qui ont été faites spécialement. Donc quelque part, c'est là c'est l'intérêt, parce que c'est pas juste des prints de quelque chose qui ont déjà été fait pour les États-Unis. Mais a priori, Thierry a mentionné aussi que Paul Renaud venait d'intégrer le Todd McFarlane Studios. Oui, mais il a fait de la variante pour les séries du Spawniverse, non? Il me semble. Je sais pas, je t'avoue qu'en ce moment, j'arrive pas, vu qu'il fait justement exemple, plus que ceci là. Tu vois, ça c'est donc le Gunslinger Spawn par Paul Renaud. Ouais, il est beau. Hein. Et là, tu as la Nana Spawn dont j'ai oublié le nom, par Paul Renaud aussi, qui est très belle pour le coup, malgré le design original qui est quand même assez particulier. Ouais. Donc oui, non, c'est pas spécialement étonnant. Tant qu'à faire, on aurait peut-être pu aller chercher des artistes qui correspondent moins, parce que je crois Benjamin Carré, c'est un mec qui fait connu numérique, je crois. Enfin, qui dessine en full numérique, il me semble. Potentiellement, je t'avoue qu'il y a un style qui peut faire, je crois, un peu Briclot compatible. Ouais, moi, il y a peut-être des mecs que j'aimerais bien retrouver sur cet univers-là. Mais je te dis, c'est plus une sorte de lassitude, parce qu'on a eu aux États-Unis déjà l'événement un peu de l'anniversaire, on a eu l'album pour les 30 ans. Là, on a encore un truc qui fait que ça fait quand même beaucoup de raisons d'être content, et en même temps, beaucoup de fric dépensé pour un personnage qui, quand même, une fois que la poussière est retombée, il est culte parce que c'est Spawn. Mais si on n'est pas un gros fan, et on sait qu'ils sont très nombreux, hein, les gros fans de Spawn sont très nombreux et prêts à dépenser. Apparemment, il y a quand même quelque chose qui se passe un petit peu en France sur les albums, puisque justement cet album anniversaire, je crois qu'il est parti en réimpression. Enfin, a priori, voilà, c'est alors que c'était quand même un personnage qui vivotait jusqu'à présent. C'était pas, enfin pas qui vivotait, on va dire, mais qui fait pas non plus les scores monstrueux qu'il y a eu aux États-Unis. Et le fait est, c'est que on sait aussi que les succès américains ne sont pas forcément reproduits en France. Donc là, ce sera vraiment quelque chose à voir en fait. Est-ce que ça va pouvoir se refaire ou pas? Et c'est pour ça. Mais de toute façon, le truc c'est que je trouve que l'initiative est plutôt cool de mettre en avant des artistes qui sont aussi chez nous. Alors même c'est pas complètement inédit et qu'ils ont déjà pu travailler sur cette licence avant. Le fait est que voilà, ce sera offert donc pour l'achat de 2 albums Spawn. En l'occurrence, il y aura le King Spawn qui va débarquer, ce sera un tome facile d'accès. Il y a toute la série Spawn ou Spawn Renaissance que vous pouvez prendre. À la limite, l'album anniversaire aussi qui permet de regarder les débuts. Et il y a même quelques albums intéressants en plus. Hein. Ouais, et puis il y a quelques intégrations aussi de Spawn Undead, ce genre de choses-là qui permettent aussi d'avoir, on va dire, des récits complets dans cet univers. Donc voilà, moi je voulais juste en parler juste pour dire que ça existe, voilà. Tu vas bien faire. Voilà, parce que je trouve ça plutôt sympa. Allez, on passe du côté de la VO. Vous avez vu, hein, c'est de la VF que de l'indépendant du coup, quasiment. Enfin, Delcourt c'est pas vraiment un indépendant, mais vous avez compris. Et puis Spawn, c'est pas non plus un petit personnage. Ça ne l'est plus. Mineur. Et on attend de ces nouvelles d'ailleurs pour la New York Comic Con. Et putain, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, donc je ne vais rien dire de plus. Tué. Un contract. Avant de l'avoir tué, t'as dit. Avant de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir vendu. Du coup, ouais, parce que paradoxe temporel de la peau de l'ours. Complètement. Il fait, mais lâche ma peau, tu m'as pas encore tué. Alors arrête. Allez. Il est doux cet ours. Et il vient de Pyrénées, donc il y a un peu l'accent aussi. Allez, je suis pas l'accent des Pyrénées, mais c'est pas grave. Alors, moi, voilà, question. Oui. Attendez, quelle est la plus mauvaise note que j'ai eue au bac? Attendez, c'était dans quelle section? Sport. Putain, c'est drôle parce que c'est vrai, mais c'était plus marrant de dire géographie parce que vu que je connais pas les accents, que je dis toujours n'importe quoi en termes de géographie. Tu dis t'es italien alors que t'es alsacien, le mec il se gourre complètement. Mais je suis les deux, Mais oui, bien sûr. C'est ça le truc. En plus, c'est pas le sport. L'Italie d'Alsace. Pour le coup, c'est les maths, je crois que je me suis vraiment le plus planté. Mais 4 bon. sur 20, moi. A Contract with God, un contrat avec Dieu adapté en pièce musicale sur Broadway. Ouais. Le chef-d'œuvre de Will Eisner, donc non, pas le chef-d'œuvre de Will Eisner. C'est la plus grande bande dessinée de Will Eisner. C'est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre, mais c'est pas le chef-d'œuvre de Will Eisner. C'est pas le chef-d'œuvre ultime. Bah, il y a pas un chef-d'œuvre chez Will Eisner. Will Eisner, il a fait beaucoup de choses. Certains considèrent que c'est The Spirit, le chef-d'œuvre de Will Eisner. Quoi? Mais non, personne pense ça. Les gens, ils pensent que c'est la trilogie de Brooklyn. Attends, qu'est-ce que tu racontes, toi? Je vais me faire engueuler. Donc, je pense qu'il y a des oreilles qui se sont dressées quand même. Hein. Mais non, mais attends. Le Spirit, c'est super important, mais je pense que c'est pas du tout considéré comme le truc le plus important. Parce que ça a fait bouger en termes de code de narration et d'iconographie dans la bande dessinée. Enfin, A Contract with God, il est important parce que aussi, il fait avancer le format roman graphique. C'est ça, bah, il y a aussi ça, quoi. Mais...
Ça c'est du marketing. Enfin c'est. Ça vient le marketing. Oui, c'est vrai que c'est bien le marketing. Donc je crois que c'était édité chez DC à la base, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez dans les commentaires. Donc en fait c'est l'histoire, enfin c'est pas l'histoire, c'est une histoire une anthologie, effectivement, sur les habitants d'un même bâtiment à New York, dans les quartiers pauvres, avec plusieurs personnages qui tirent un peu sur l'obédience hébraïque, puisque je crois que Will Eisner lui-même était juif. Et ça parle un petit peu, alors la première histoire qui est très connue, qui est donc l'histoire d'un rabbin, enfin pas d'un rabbin, non, d'un juif hassidique qui est très pratiquant justement, qui pour se protéger un peu, parce qu'il fuit du coup les pogroms, la haine et l'antisémitisme, va, pense-t-il, passer un contrat avec Dieu, contrat impliquant que tant que le héros se tient droit, se tient bien, c'est-à-dire que tant qu'il est une bonne personne, Dieu... Pas comme ça sur ma chaise, là. Oh, mais au niveau symbolique. Ah, d'accord, pardon. Veux-je dire. Parce que sinon, c'était très compliqué quand même. Va en fait être protégé des tourments, etc. Donc, il adopte une fille qu'il trouve un bébé qu'il trouve sur le pas de sa porte. Et puis, un jour, cette fille a un accident de bagnole, je crois, et donc elle meurt. Et donc, le personnage en question se dit, mais attends, c'est pas logique, j'ai passé un contrat avec Dieu, et jusqu'ici, j'ai toujours, moi, tenu ma part du contrat, donc, Dieu va te faire foutre, en fait. Et ça se formule vraiment comme ça. Bon, je vais pas vous dire après exactement tout ce qui se passe. Il y a beaucoup d'histoires. Voilà, il y a des histoires avec un chanteur des rues qui va être séduit par une ancienne cantatrice. Vous avez une jeune fille qui va faire accuser un mec de pédophilie parce qu'elle l'aime pas, parce que c'est un raciste. Donc c'est très noir. Hein, c'est vraiment une histoire. Enfin, c'est des histoires très noires, très sombres. Il y a toujours un côté un peu conte grinçant et justement qui font. Je connais assez mal l'écriture, enfin la thématologie, on va dire, de l'écriture hébraïque, mais je crois vraiment que de ce que disent les experts, il y a vraiment un fond en fait de revendication justement sur les contes et légendes de la culture juive en fait, et que c'est un des thèmes fédérateurs du bouquin. Moi, j'avoue, quand je l'avais découvert, je pensais pas du tout à ça parce que c'est pas une lecture qui m'avait apparu, enfin qui m'était apparu. Mais ça va servir justement l'adaptation puisque les musiques qui vont être créées pour ce truc-là vont justement chercher dans les références de la culture hassidique et de la culture musicale en fait des Juifs d'Europe de l'Est, déjà des Ashkénazes, parce que c'est là que c'est le foyer d'implantation particulièrement important des Juifs à New York. Voilà, pensez justement à tous ces auteurs qui ont commencé comme ça, Stan Lee, Jack Kirby, Jacob Kurtzberg, etc. et Stanley Martin Lieber. Donc voilà, c'est intéressant en fait comme projet. On n'a pas beaucoup d'adaptations de comics à Broadway. On sait que les super-héros c'est compliqué. On se rappelle très bien l'adaptation manquée justement de Spider-Man en comédie musicale qui avait essayé de reproduire les techniques de déplacement aérien de Spider-Man, sauf que dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué. Il y avait eu des accidents, je crois même qu'il y a eu un mort. Donc les super-héros sont un peu protégés de la culture Broadway. Là où les romans graphiques un peu plus adultes comme ça avaient déjà engendré Fun Home, le bouquin d'Alison Bechdel, qui avait été fait avec succès parce que ça avait remporté un Tony Award. Et donc là, c'est une nouvelle manifestation de ce curieux métissage. Moi, j'admets que je suis effectivement assez interloqué parce qu'à la fois, ça peut être très facile de faire A Contract with God en comédie musicale parce que unité de lieu, parce que New York, parce que voilà, c'est tout le propos justement de la comédie musicale de Broadway, de chercher des référents new-yorkais, parce que c'est propre à cette cité. En fait, c'est vraiment un pôle culturel qui incarne aussi justement la vie new-yorkaise, la vie à Manhattan, à Brooklyn, etc. Donc là, oui, voilà, au niveau des thèmes, ça peut correspondre. Il y a aussi un côté microculture, justement. Si on va chercher du côté des pauvres, si on va chercher du côté des descendants de migrants juifs, donc pourquoi pas, effectivement. Et alors les musiciens qui ont été choisis sont tous justement alors soit de confession, soit d'héritage hébraïque, notamment apparemment un rappeur reggae-man qui fait en fait du reggae juif, enfin du reggae hébreu, je sais pas comment le dire. Donc c'est assez curieux, mais en tout cas le producteur qui lui-même justement dit, parce qu'il est dans cette catégorie population aussi, dit que ça lui a beaucoup parlé de lire A Contract with God par rapport justement à sa propre histoire, l'histoire de ses parents et tout. Donc ça a l'air fait intelligemment, mais avec enthousiasme et sincérité. Et j'ai envie de dire que vu que ça se prête effectivement à une unité de lieu, quelque part c'est plus intéressant que d'attendre un film ou une série A Contract with God, parce que tu pourras pas avoir la noirceur des planches et le côté vraiment très dépouillé du style de Will Eisner dans un film ou une série, à moins de la faire en noir et blanc avec vraiment un truc très esthétique, très lourd, très chargé. Ouais, si on en fait un procédural, quoi. Oui, c'est ça, voilà, où le monsieur au début en fait va résoudre des enquêtes pour Dieu et tout. Voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est le contrat, un projet original, mais à mon avis plutôt cool. Enfin, je sais pas s'il y aura une capta ou si on pourra le voir nous depuis Paris, mais non, je pense pas, non. Mais en tout cas, voilà,
pourquoi pas, j'ai envie de dire qu'il y a d'autres histoires comme ça que tu peux essayer d'adapter en comédie musicale, qui est un genre très poreux, hein. Il y a eu des comédies musicales Swamp Thing, il y a eu des comédies musicales Tortue Ninja, il y a eu des comédies musicales même le truc, Retour à le futur. Même le truc parodique Steve Rogers The Musical, ils ont fait le numéro sur scène à la D23 et, mais ça, je pense et je serais pas surpris, arriver, ouais, je serais pas du tout surpris en fait qu'ils en fassent vraiment quelque chose à la fin, tu vois. Ils vont essayer de trouver le personnage qui pourrait être fait sans scène d'action ou quoi, tu vois, genre She-Hulk, c'est facile d'imaginer un musical, Deadpool, c'est facile d'imaginer un musical, tu vois. Tellement. Donc ouais, à mon avis, ça finira par arriver. Et donc là, effectivement, je dis, moi, ce qui me frappe, c'est la sincérité, en fait, du projet par rapport à, tu vois, au film The Spirit, par exemple, de Frank Miller, qui était pas du tout fait, Frank Miller était un grand admirateur de Will Eisner, mais il a pas fait le film comme Will Eisner l'aurait voulu, je pense. Alors que là, quand on lit un peu entre les lignes, ça a l'air quand même plutôt carré, et même les musiciens qui ont été recrutés sont plutôt des gros bonnets, apparemment, dans l'écriture de chansons originales, que ce soit pour les albums. C'est les songwriters, en fait, pour beaucoup de musiciens populaires. Donc voilà, et puis sinon, bon, pour rappeler effectivement Contract with God par rapport au roman graphique, c'est considéré comme pas le premier roman graphique, mais le premier qui mettait sur sa couverture a graphic novel en 78, donc un peu avant la mode des romans graphiques des années 80, et qui a aidé donc à pousser le format. Mais ça a un sens aussi parce que c'est très littéraire, hein, c'est beaucoup de passages en prose et tout. Lisez Contract with God si ce n'est pas encore fait. Je sais pas chez qui c'est édité en France. Chez Delcourt, je pense. Ouais. Oui, je suis quasiment sûr. Il y a eu pas mal de rééditions de certains trucs de Will Eisner chez Delcourt. Donc, par automatisme, je dirais que c'est présent chez eux, parce que je sais qu'il y a la trilogie non, dans le but, j'ai dit la trilogie de Brooklyn avant, mais c'est la trilogie du Bronx, je crois, non? Alors là, mon gars, je suis pas à ce point expert de Will Eisner non plus, par contre. Mais moi non plus, j'en suis bien triste. J'en suis bien triste. En tout cas, Corentin, on va continuer toujours avec toi, puisque maintenant, tu vas nous parler d'une nouvelle série Image qui annonce avec le retour du grand Howard Chaykin. Donc pas l'écriture, juste au dessin. Ouais. Mais au dessin quand même. Donc avec Too Dead to Die, donc trop mort pour mourir, écrit par Mark Guggenheim. Oui, alors effectivement, que tu adores. Guggenheim, non. Mais on en parle parce que c'est Howard Chaykin qui revient au dessin, c'est toujours un petit événement. Même si son coup de crayon a beaucoup évolué depuis l'époque de American Flag. Il est beaucoup plus dans les structures un peu plus, comment dirais-je, caricaturales maintenant. Mais c'est chouette parce que déjà, il a l'air content de le faire. Donc voilà. Et qu'il avait déjà collaboré avec Guggenheim à l'époque des séries. Alors je crois que c'était Blade et Wolverine, si je ne dis pas de bêtises. C'est une histoire d'espionnage qui a l'air très classique. Donc c'est les années 80, un ancien espion des années 80 qui va être rattrapé dans le présent par son passé et qui va donc mener une dernière aventure qui est liée à une affaire qu'il n'aurait pas résolue à l'époque. Voilà. Donc Too Dead to Die, évidemment, ça me fait penser au titre de la saga des James Bond. Voilà, No Time to Die, Tomorrow Never Die et compagnie. Il s'appelle Simon Cross. Il y a un côté un peu pulpy parce qu'on voit sur la couverture qui fait très SAS la femme fatale, évidemment, qui dessinée à la Howard Chaykin, et l'espion avec son Magnum et tout. Donc oui, c'est chouette pour Howard Chaykin qui continue à travailler, qui a toujours pas renoncé. Moi, j'attendrais plus la suite ou des projets comme A-Kids Comics ou d'autres American Flag ou American Century, enfin des projets comme ça un peu plus politiques, engagés, écrits par lui. Mais tant qu'il continue à produire et qu'il s'arrête pas, on est content. Très bien. Et donc pour revenir, c'est donc bien la trilogie du Bronx et pas de Brooklyn. Donc mes excuses, c'est bien disponible chez Delcourt. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié que en fait en français c'est un pacte avec Dieu. Ça s'appelle, c'est pas un contrat. Voilà. Un pacte avec Dieu. Ouais, ça s'appelle comme ça. Et donc c'est bien. Tout est chez Delcourt et a priori tout est disponible. Donc non mais en fait je dis n'importe quoi. La trilogie du Bronx, ça regroupe un pacte avec Dieu et Dropsy Avenue. Ouais, qui est la suite, ouais. C'est ça. Et après, t'as aussi la New York trilogie. Donc en fait, c'est encore. T'as dit n'importe quoi, en fait. J'ai dit n'importe quoi. Oh putain, il faudra que je fasse mieux. Mais préparatifs avant. Pardon à tous les fans de Will Eisner. Vous l'aurez remarqué. Je suis pas le plus grand spécialiste dessus, voilà. En même temps, avec tous leurs titres qui se ressemblent et tout, c'est de leur faute aussi, voilà. C'est de la mauvaise foi, c'est gratuit. Corentin, oui, on continue. Je te laisse faire, moi je te laisse pas. Ah oui, là, je suis tout seul sur mon bateau, mais je l'assume, je ne suis pas expert en tout, voilà, c'est comme Sandman, tu vois, je te laisse la parole sur ce genre de sujet en général. Corentin, donc, on revient du côté de la VO toujours, qu'on n'a pas quitté en fait, Usagi Yojimbo, qui repasse chez Dark Horse après avoir fait son petit temps chez ADW, mais Stan Sakai du coup veut retourner chez Dark Horse en créant son propre imprint là-bas d'ailleurs. C'est ça. Alors c'est étonnant
dans le sens où il avait quitté IDW. Il avait quitté Dark Horse. Pardon, il y a 3 ans seulement. À l'époque, on n'avait pas trop compris pourquoi, en fait, ce qui s'était passé. Parce qu'il a quand même passé très très longtemps chez Dark Horse. C'était le 3e éditeur de Usagi Yojimbo après le premier éditeur, voilà, tout simplement. Et après, qui s'appelait, c'était Fantagraphics, en fait, je suis en train de me dire. Et ensuite, il était chez Mirage Studio avec Kevin Eastman et Peter Laird, et c'est là d'ailleurs qu'il s'est lié d'amitié avec Kevin Eastman, et qu'il y a eu des crossovers Tortue Ninja. C'est la promesse, c'était un peu la promesse en allant chez IDW que les gens attendaient, c'était d'avoir un nouveau crossover, Tortue Ninja et Usagi. En plus, il y a quand même des liens. Je veux dire, le côté anime anthropomorphe, samouraï, Japon féodal, c'était assez logique. Et donc, il revient chez Dark Horse finalement. Après donc 3 ans chez IDW, on sait pas trop pourquoi, mais a priori le fait d'avoir voulu son label à lui a dû probablement motiver la signature du nouveau deal. Et moi j'ai une piste aussi à explorer puisque Dark Horse a été racheté par Embracer, qui est un énorme groupe, parce que en fait ils ont pas proposé aussi un bon contrat à Sakai sous le fait que Usagi pourrait devenir encore plus une IP à développer, parce qu'il y a quand même eu une adaptation en dessin animé sur Netflix, et Netflix et Dark Horse ont un contrat intéressant déjà. Donc moi je me demande s'il n'y a pas des bails de développement transmédia après, quoi. Bah c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que la série Netflix a dû faire grimper un peu la cote de Usagi Yojimbo, qui est déjà une série qui a été maintes fois Eisnerisée pour le lettrage, pour la meilleure série régulière, pour tout ce que vous voulez, la meilleure histoire courte. C'est considéré comme un indispensable, et un peu un pilier justement du comics indépendant, qui était là longtemps avant Image Comics, qui était là longtemps avant justement l'avènement de Dark Horse avec Hellboy et tout. Donc je sais pas exactement s'il faut y voir des gros sous, forcément mais si. À mon avis, juste peut-être aussi que simplement Sakai a été voir si l'herbe était plus verte ailleurs et s'est aperçu que on était bien chez Dark Horse, en fait, oui, c'est ça, oui, enfin c'est ça, ouais, parce que Dark Horse c'est quand même aussi l'un des plus gros éditeurs indés, maintenant qu'ils sont dans un groupe en plus, ils ont les reins solides. Peut-être qu'IDW voulait réduire la voilure, tu vois. Enfin, il y a. C'est marrant parce qu'on n'a pas entendu trop par rapport à, je sais pas, des groupes comme Valiant qui sont en galère avec DMG, ou même Onipress qui est en galère par rapport à Polarity Publishing. Là, on n'a pas trop eu de vagues en fait post rachat Embracer. En fait, on n'a pas l'impression. Mais c'est normal en fait, parce que la plupart des titres de Dark Horse c'est du Creator Owned. Donc c'est pas comme s'ils pouvaient impacter les auteurs. En fait, les auteurs, chez Onipress tu vois bien, aussi, quand Sakai s'est barré, il a dit. Chez Onipress aussi, c'est du Creator Owned, et pourtant, tu vois bien qu'il y a des emmerdes. Après, écoute, tant mieux. Chant du bois. Moi, Embracer, je sais pas exactement quoi en penser, parce que en tant que boîte de jeux vidéo, j'ai l'impression que ça va, que ça tient debout. Arnaud touche du bois. Arnaud touche tous les objets en bois de la pièce, là, enfin, la pièce du cercle qui nous entoure. Merci Arnaud, c'est bon, le sort est conjuré. Faut vraiment qu'on se mette à la vidéo, en fait. Oui, parce qu'il y a tellement de gags visuels à rajouter dans ce podcast. Non, mais les gens peuvent imaginer, là, tu vois, c'est interactif, tu vois. Ils se font une scène où Arnaud vraiment touche du bois comme ça partout en élongeant ses membres. Arnaud, une blague? Non. Je vois que tu souris là. Ok. L'enfant. Donc oui, voilà, c'est plutôt une bonne chose. Quelque chose à raconter, moi, pas du tout. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas l'impression qu'ils vont mettre les mains dans le cambouis Dark Horse. Après, vu les mecs rachètent quand même les droits du Seigneur des Anneaux, tu vois. Ils ont ceux chez qui est, donc vrai, à mon avis que Dark Horse fasse plus 1% de moins ou 1% de plus chaque année, ils en ont rien à péter. C'est vrai. Surtout qu'en plus ça va pas trop mal chez Dark Horse, ils ont pas mal de créations originales, Mignola continue de tourner, ils ont récupéré IDW, Usagi Yojimbo, les droits des séries Star Wars pour enfants aussi. Ouais. Donc finalement, par rapport à la crise qu'on pensait quand Alien et Predator se sont barrés, ça a l'air de plutôt bien tenir. Ça a l'air de se tenir en tout cas. Et c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le mentionner parce que j'ai même pas encore rédigé dessus. Mais puisqu'on parle du Mignolaverse, il y a le Hellboy and BPRD qui a été écrit par Mac Mignola et dessiné par Olivier Vatine, donc qui est sorti en juin chez Dark Horse, qui va avoir droit à une artiste édition aux éditions Black and White, donc chez nous, qui je crois du coup sera inédite et exclusive à la France. Voilà, notez-vous-le et allez voir sur le site si c'est déjà disponible en précommande, mais parce que ça va être ouf complètement. Corentin, on termine cette partie vieux avec l'arnaque DC Comics. Ils m'ont bien fait marrer et c'est pour ça qu'on va pas y passer non plus une demi-heure. Ils ont annoncé un épilogue en fait à Hush de Jeff Lubb et Jim Lee, parce qu'on fête les 20 ans d'existence de Hush cette année. Donc ça a l'air
célèbre arc narratif blockbusteresque dans lequel en fait le mystérieux Hush au bandage, au visage bandé, en fait s'en prend à Batman, un peu comme Bane dans Nightfall, en lui faisant en fait affronter tout un tas de vilains pour l'affaiblir et ensuite lui piquer tout ce qu'il possède. Et donc si vous ne l'avez toujours pas lu, on vous spoilera pas qui est Hush à la fin, mais voilà, c'était quand même un très bel arc de Jeff Lubb et Jim Lee. C'est présenté encore aujourd'hui comme l'un des récits porte d'entrée moderne, les plus simples d'accès, pas forcément le meilleur, mais si vous voulez quand même une idée de toute la galerie en fait de vilains de Batman et même un petit peu plus, parce qu'on a Superman dedans notamment, et ça permet quand même d'avoir quelque chose d'assez poreux, d'assez accessible, surtout que le Jim Lee de cette époque-là, c'est très mainstream, c'est voilà. Ah oui, on aime ou on n'aime pas, c'est le Jim Lee des Jim Lee. Mais voilà, ça fait le taf quoi. Souvent considéré, enfin lui en tout cas dit que c'est son meilleur travail au niveau du dessin. Ce qui est faux, parce que c'est bien sûr Batman et Robin All Stars The Boy Wonder. C'est vrai aussi, ouais. Qui est son meilleur travail malheureusement. Je suis désolé Jim, il va falloir l'assumer un jour. Mais oui, non, c'est un classique effectivement. Et alors Arnaud, l'épilogue. L'épilogue donc qui a annoncé en fait parce qu'on avait déjà eu un peu ce genre de on fait un petit chapitre supplémentaire pour fêter les 20 ans de quelque chose, c'est notamment Marvel's épilogue par exemple, mais ou même l'épilogue, enfin le chapitre supplémentaire de The Long Halloween de Jeff Lubb justement et Tim Sale, sauf que eux ce qu'ils faisaient c'était qu'ils faisaient un numéro dédié quand même avec une vingtaine de pages, un peu plus, histoire d'avoir un vrai numéro. Et là en fait, vu que Jimmy il a toujours pas le temps de dessiner, en fait ils ont fait 5 pages, et ces 5 pages qui seront rajoutées dans la réédition en TPB pour le 20e anniversaire de Jeff Lubb et Tim Sale. Donc ça veut dire que si tu veux le lire, techniquement il faut que tu rachètes le TPB américain pour avoir ou américain ou français quand ça va arriver chez nous, hein. Mais je pense pas, je sais pas s'ils le feront en édition anniversaire. Jim Lee 5 pages ça coûte, vend, hein. C'est la crise du papier, ça coûte de la thune de réimprimer un album qui a déjà été réédité, je sais pas dans combien d'éditions différentes chez Urban. Je suis vraiment pas sûr que pour 5 pages. En plus les Français ils sont quand même plus relous que les Américains, je pense. Ils l'ont déjà fait en Urban Limited ou pas? Parce que, tu vois, peut-être ça fait ouais. Si tu nous écoutes, toi qui sais. Oui, mais personne n'ira acheter du coup un Urban Limited à 70 € pour juste 5 pages de plus. Déjà les gens achètent des Urban Limited à 70 € alors qu'il y a rien en plus, hein. Oui, mais ça c'est parce que justement c'est parce qu'on est sur un public d'ultra riche quoi, enfin de lecteurs plutôt aisés. Mais ce que je veux dire c'est que non, je pense vraiment pas que ça motive une réédition en France chez nous. Mais donc tout ce qu'on espère c'est que Rich Johnston de Bleeding Cool prendra en photo les 5 planches de l'album et les foutra sur son site quand ça sortira. Ouais, ou si vous passez chez Forbidden Planet et que vous avez un téléphone sur vous. Non, mais sinon au pire tu le lis et tu lis ça. À mon avis ça n'apporte rien en plus. En plus, qu'est-ce que tu veux faire comme épilogue? L'épilogue, c'est Heart of Hush. Enfin, non, mais c'est pour ça. Mais je me dis, est-ce que ça cache quelque chose, genre, est-ce que ça cacherait quelque chose pour annoncer un nouveau titre? Non, mais un nouveau titre, tu vois. Je sais pas. Non, j'y crois pas. Juste de la nostalgie bête et méchante. Peut-être qu'ils vont te mettre la résurrection de Jason Todd là, tu vois, pour la canoniser. Non, parce qu'elle était après, Mais je sais bien, mais en plus c'est complet comme histoire, quoi. On peut être frustré par la fin, puisque la fin pour moi rajoute un personnage qui serait le grand mastermind et tout, qui à mon avis était pas forcément bienvenu, mais même tu vois du point de vue de ce qui se fait par rapport à Batman et Catwoman dans cet album, c'est pas un spoil de toute façon maintenant, puisque la relation a pris un tournant très différent. Peut-être que ça va jouer là-dessus, je ne sais pas. Enfin, il y a des façons de le faire, mais oui, enfin c'est un peu de la carotte quoi. Et d'ailleurs je trouve ça, j'ai pas envie de dire du mal de Jim Lee, parce que ça reste un très grand monsieur de la bande dessinée américaine qui a participé à façonner l'histoire des comics de super-héros. Mais c'est vrai que comme sur les New 52, encore non, à l'époque il dessinait pas mal encore. C'était plutôt pendant la période Rebirth où on avait commencé vraiment à avoir en fait Jim Lee qui passait juste derrière les bureaux de gestion et qui arrêtait vraiment de signer autre chose que des couvertures. C'est vraiment dommage à mon avis, parce que même si effectivement ça reste le patron de DC Comics, en tout cas du publisher de DC Comics officiel, c'est un peu dommage justement de se passer de son coup de crayon là où justement Silvestri continue à bosser, ou Finch continue à bosser, McFarlane continue à bosser. C'est un peu le seul qui a entre guillemets quitté la bataille pour devenir un officier quoi, on va dire. Et oui, c'est dommage, tu vois. On pourrait imaginer que justement pour l'anniversaire d'un bouquin qu'il a quand même rendu célèbre, qui je crois d'ailleurs avait gagné des prix à l'époque, c'était quand même un assez gros événement. On aurait pu imaginer un petit bonus plus dense quoi. Genre si Alex Ross a réussi à se motiver à faire une dizaine de pages de Marvels, alors que lui pour le déplacer c'est quand même ça coûte très cher de déplacer Alex Ross. Là juste parce que c'est lui le patron de DC Comics et qu'il veut vendre cette histoire là et rappeler le soft power de DC avec ces classiques là, je pense qu'il aurait pu faire un petit effort. Voilà, c'est mon avis. Jim Lee, si tu m'écoutes, je t'aime quand même, c'est pas grave.
Très bien, très bien. Et donc c'est là-dessus qu'on finit la partie comics pour aller s'attaquer maintenant aux adaptations avec pas mal de choses à débriefer, mais on va essayer de pas non plus prendre 30 ans pour faire ça. Corentin, déjà quand même le plus important, on va commencer par le gros du morceau, par le truc vraiment que là c'est bien quoi. Là on est vraiment dans de la vraie série télé, dans ce qu'on appellera forcément une masterclass d'ici quelques années. Je pense que les grands historiens de la télévision, de l'histoire télévisuelle d'ici un siècle, si la Terre existe encore à ce moment-là, diront quand même en 2022 quand même nous avons atteint une forme d'achievement en fait dans la production télévisuelle avec Pennyworth, c'est The Origin of Batman's Butler. J'adore le Butler en plus, c'est vraiment genre The Butler did it. Butler, c'est pas genre le larbin ou un truc comme ça? Bah non, c'est le majordome. Majordome, vraiment? Il y a pas un autre terme plus agréable à l'oreille? Non, Butler. Ok, genre servant ou... Bah non, servant, c'est encore... Non, là, tu t'introduis encore plus la dimension servile dans la chose, quoi. Et donc, Pennyworth, qui revient sur HBO Max après avoir fait 2 premières saisons sur Epix. On en avait déjà, on s'était déjà moqué du titre à rallonge parce qu'il voulait vraiment faire comprendre, en fait, parce qu'en fait, ce qui est assez incroyable, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vraiment, j'étais là, on était dans une grande salle comme ça avec plein de spectateurs et d'un coup ils ont sorti ils ont fait l'annonce avec le premier teaser trailer pour la 3e saison de Pennyworth, tu vois. Et d'un coup, il y a le titre qui s'affiche, Pennyworth, The Origin of Batman's Butler. Et là, je te jure que tous les gens sont à côté de moi, ils font non, attends Arnaud, mais depuis 2 saisons, Alfred, en fait, c'était le majordome de Batman. Mais c'est ouf. Et je te jure que là, il y en a. C'était Gotham City, d'accord, mais il y avait Thomas Wayne, d'accord, mais ça aurait pu être un autre Thomas Wayne. Oui. Je sais pas. C'est ça. Je trouve depuis le début. Non, et en fait, là, on est confirmé. Les théories étaient là depuis le début, elles avaient raison. C'est ça. Ils ont fait, mais c'est un mindfuck total. Ils ont fait, mais alors, Thomas Wayne et Martha. Non. Tu sais que tu blagues, mais je suis sûr qu'il y a vraiment eu un focus group chez HBO Max en mode genre, bon, bah, on récupère Pennyworth. Je sais pas s'il est très vendeur. Est-ce que vous connaissez, vous? Non. Mais c'est le majordome de Batman. Là. Ah oui, mais il faut le mettre ça, parce que sinon les gens vont décrocher. Non, alors par contre, ce qui s'est vraiment passé pour de vrai, c'est que clairement, par contre, dans leur réunion de marketeux débile, mais oui, mais c'est vrai, ils ont dit, très sérieux. Ils ont dit, non, il y a pas, je veux dire, il y a pas des gens qui se sont dit merde, il y a des gens qui le savent pas. Par contre, ils se sont dit, par contre, pour réattirer l'attention sur cette production qu'on a récupérée plus ou moins malgré eux, je sais pas si c'était si voulu que ça, faut rajouter Batman dans le titre, effectivement. Exactement. Et donc ce trailer de saison 3. Bah c'est c'est incroyable, mais c'est toujours, enfin, moi, elle me fascine cette série parce que je suis pas à jour, mais de ce que j'en ai regardé, parce que ça m'a toujours fasciné dans cette approche bizarre, en fait, d'action over the top avec l'accent ultra anglais de Jack Bannon qui est trop marrant, et parfois la série qui va dans des délires. C'est pas comme Gotham, mais ça s'en rapproche un peu. De toute façon, c'est les mêmes créateurs derrière. Oui, mais c'est Gotham. C'est Gotham qui aurait eu plus les mains libres parce qu'ils sont diffusés sur un canal plus privé, je crois. Epix, à mon avis, c'est une chaîne privée par rapport à la Fox, tu vois, dans le sens que du coup, ils peuvent y aller beaucoup plus franco, notamment dans la violence. Et je te jure qu'il y avait, moi, ça m'a vraiment marqué à jamais. C'était de l'épisode 2 ou 3 de Pennyworth saison 1 où d'un coup dans la Londres dans leur Londres imaginée là, t'as des mecs qui se font exécuter sur la place publique en se faisant éviscérer avec des boyaux qui tombent et tu fais what the fuck. Je déconne pas, c'est ultra et là ça a l'air d'être pareil, il y a des explosions, il y a des tirs de laser, des machins, ça non mais c'est n'importe quoi. Ça a l'air trop. Il y a un personnage quand même dans ce trailer, tu sais que si on peut s'arrêter 2 secondes. Il y a en plus non seulement ça piétine, ça piétine les comics. Mais bon, bah ça après, je pense qu'ils s'en foutent. On est dans une série d'essais. Mais c'est le multivers. Tomorrow est passé par là. C'est le multivers. Mais là, en plus, il y a V pour Vendetta, quoi. Enfin, il y a un morceau des pour Vendetta quand même. Bah, il y a un masque enfin le masque vient pas de V pour Vendetta à la base. Mais la pardon, le masque que David a designé, hein, monsieur, s'il vous plaît. Mais attends, ça a pas été utilisé avant. Probablement, si. Mais c'est quand même chiant, bordel. Enfin, je sais pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, tu vois, c'est comme si tu me disais il y a j'ai pas d'exemple. Voilà, c'est juste chiant, c'est mais après imagine que DC Comics un jour fasse une histoire en disant ouais, on va vous faire un crossover avec Watchmen. Imagine. L'idée débile, quoi. Enfin, là, ils le font pareil en se disant juste, voilà, vous connaissez, voilà, les fans de V, là, les mours sexuels, et maintenant, ils vont regarder Pennyworth. C'est le double, en fait. C'est le double effet qui se coule. C'est d'un côté, on rajoute Batman dans le titre, et en plus, on te met un masque de V pour Vendetta dans le trailer. Ce qui est horrible. Et paf! Horrible. Ça fait des chocs à pic. Tu fais un produit de consommation, un truc qui est juste
un message anarchiste et libertaire. Enfin, bref, et surtout ça a l'air nul à chier. Ça a quand même l'air nul à chier. Moi, je sais pas. Je pense que j'allais prendre de la weed et je pense que ça sera très bien. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est l'argument Legends of Tomorrow. C'est débile, mais c'est fait exprès, et donc on peut prendre mon pied devant. Bah oui. Bah non. Bah si. Il y a des vraies séries débiles au pire, sinon si tu veux, mais des vraies séries comiques sont bien faites. Tu vois. Je pense qu'elle est bien faite. T'as vu les images, quoi? Il y a pas de photos, il y a pas de valeur de plan. Enfin, c'est pourri, quoi. Les pistolets laser. Mais attends, mais j'ai pas 4 ans, en fait. C'est peut-être le problème. C'est Batman TAS. Peut-être que t'as grandi. Il y a 30 balais. Ça éclate. Des trucs encore ça. Enfin, bref. Voilà. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. La vie est courte. Matez des vraies séries. Voilà. Hein. Matez Rick et Morty, matez Solar Opposites, matez Harley Quinn si vous voulez du débile qui est bien fait. Et qui est drôle en plus et qui est plus intelligent qu'on ne le croit. Ah, ça va partir en podcast avec Splinter, ça. Ouais. Mais donc du coup voilà, c'est amusez-vous les gars, hein, prenez votre weed et moi je regarderai des séries télé à côté. Très bien. Du coup justement, puisqu'on parle aussi de séries télé, nouvelle pas surprenante mais attendue vu déjà le peu de promo. Nous on avait déjà câblé en fait sur l'absence quasi totale de promotion qu'avait faite Prime Video pour la diffusion de Paper Girls de saison 1 et donc Amazon Prime Video ne reconduit pas pour une saison 2. Ça veut pas dire que la série est complètement arrêtée parce qu'ils vont essayer de la récupérer, de la shop around, c'est ça, de la faire reprendre ailleurs. Mais a priori ça sent quand même mauvais. Bah oui, après c'est pas du tout étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que de ce que j'ai compris, hein, attention, ça c'est circonstanciel, à ceux qui l'ont regardé, la série a plutôt été bien accueillie. Oui, bah moi je suis en train de la regarder avec d'autres personnes pour pouvoir vous faire un petit podcast dessus quand même, histoire de. Bon après, à mon sens, ça reste une erreur de casting d'avoir voulu faire ça en image réelle parce que le trait de Cliff Chiang mériterait en fait un dessin animé. Comme pour le Wonder Woman, en fait, il aurait fallu faire une série animée Wonder Woman en se basant sur les designs de Cliff Chiang, mais voilà, il se trouve que l'industrie des adaptations n'est pas forcément aussi intelligente qu'on le voudrait. Donc oui, ça a été apparemment un petit succès critique, mais c'est très mal tombé. C'est-à-dire qu'en face, t'avais donc la fin de Stranger Things, où on a vu qu'en fait Prime Video a savamment esquivé Stranger Things pour pas en fait chercher un comparatif qui pourtant était évident, a voulu après aussi. Alors qu'ils auraient pu la jouer Contender, tu vois, en genre tu sais, le challenger, tu vois, c'est ça, c'est ce que j'essayais d'exprimer. Ils sont flippés là-dessus, je sais pas. Bah je pense parce que voilà, Netflix a les moyens de faire de la promo, Prime Video préférait investir son canal publicitaire dans Rings of Power. Et oui, voilà, ce qui est une série qui fait plus de bruit. Après, je sais pas si elle est de la même façon aussi bien accueillie. House of Dragon aussi en face sur HBO, qui bah voilà, tu peux pas tambouriner plus fort que ça, quoi. C'est Sandman effectivement sur Netflix qui a fait un plutôt bon succès apparemment, peut-être pas assez pour être renouvelé, on sait pas encore, on n'a pas de nouvelles. On en parlerait plus voilà, si c'était hebdomadaire. En fait, à mesure que les séries télé progressent comme un loisir domestique quasiment totalitaire maintenant, c'est-à-dire qu'on parle même plus de séries télé que de cinéma, j'ai l'impression. Ils ont leurs blockbusters, et en fait maintenant il y a des gros blockbusters qui vont, comme au cinéma, étouffer des plus petits produits. C'est comme ça. Là on est quand même un été avec donc House of Dragon, Rings of Power, The Sandman, Stranger Things. Ces 4 séries-là, déjà, je sais pas si tout le monde a eu le temps de les regarder. Enfin, il y en a qui sont pas finis, hein, bien sûr. Mais en termes de promo, ce qui est investi, c'est des campagnes de promo de blockbusters. Vous avez des affiches dans le métro, vous avez les vignettes de YouTube avant une vidéo sympa, tu vois. Et du coup, bah voilà, même des pop-up stores, des pop-up stores Stranger Things à Paris là en ce moment. Ouais, ok. Bah sur les champs. Sur les champs. Très bien. Mais donc voilà, c'est des phénomènes de société, c'est des phénomènes culturels. C'est même, tu vois quelque part, The Boys, Prime Video met de la thune, mais je pense qu'il leur signait chèque en blanc en fait, hein, parce que vu ce que Kripke claque comme pognon pour les campagnes de promo avant et après. Mais ça marche. Enfin, The Boys, c'est la campagne de promo quand même dure toute l'année. Il y a toujours des contenus toute l'année, donc c'est encore un autre truc. Mais maintenant, les séries télé, si elles ont pas en fait un focus X à un moment T, si elles mettent pas vraiment les gros moyens, et si elles ont l'air moins attrayantes, parce que maintenant le public cherche du blockbuster en fait. Tu vois, House of Dragon, c'est du blockbuster. Ça pourrait être un film, si c'est plus long qu'un film, mais ça pourrait être un film au niveau des moyens, du budget. Et bah à côté Paper Girls, bah si les images ont pas l'air de faire blockbuster en face, bah le public il se dit c'est Stranger Things. Mais oui, mais de la même façon qu'au cinéma, tu peux avoir des blockbusters qui coexistent avec des films d'auteur et des trucs à moyen budget. Tu peux avoir vrai, enfin en vrai ça marche pas comme ça, parce que l'offre en tout cas. Non mais je veux dire que oui, dans un sens t'as raison, l'offre existe. Par contre, c'est des films qui sont conditionnés à une existence unique, alors qu'une série c'est sur plusieurs années. Si un film d'auteur il marche pas, au pire après le distributeur il peut se dire bon bah je vais plus travailler avec le réalisateur parce que ça n'a pas marché, c'est un nul, le film était pas bon, je sais pas quoi. Mais une série, si jamais elle marche pas, bah on dit bah dans ce cas-là, fin, terminé. Donc ça peut pas en fait, le marché peut pas fonctionner comme le cinéma parce que le cinéma c'est une œuvre et après ensuite on voit ce que le réalisateur ou la réalisatrice fait ensuite. Une série, bah regarde The Why the Last Man, c'était exactement la même situation. Les mecs ils l'ont lancé,
limite en la poussant avec un bâton, en mode genre on sait pas quoi en foutre de ce truc-là, ça nous appartient pas. En plus, c'est les droits appartiennent à DC, nous on est chez Disney. Mais la différence, c'est que pour le coup, Prime l'avait demandé cette saison de... Ouais, c'était il y a longtemps. Hein. Et entre-temps, tu sais, Folsom, la showrunner qui s'était barrée. Je sais. En plus, le tournage avait l'air de s'être bien passé. C'est Legendary qui a priori est plutôt débile un peu partout, qui est bien apprécié. Cantwell aussi, ouais. Après voilà, ce sont des jeunes actrices, elles n'ont pas encore le star power de beaucoup de vedettes de séries télé. Ouais, mais elles sont sympas. Hein. Et puis elles ont été très bien castées par rapport à la BD. Hein, après voilà, faut espérer qu'il y ait une boîte de prod, enfin un diffuseur qui voit l'intérêt de sauver ça. Moi, j'admets, je vais être un peu cruel, mais je peux vivre dans un monde sans série télé Paper Girls en fait. Lapsus. Parce que très honnêtement, même si la série est bien, je considère qu'il y a un plaisir esthétique dans la BD que tu pourras pas retransmettre en image réelle. Même si c'est bien fait, même si c'est bien joué, même s'il y a des bonnes musiques, un intérêt des adaptations, c'est quand même la sonorité, hein, parce qu'une BD ne fait pas de bruit, sauf quand vous tournez les pages. Voilà, à mon avis, je pense comme Why the Last Man, juste, en fait, profitez-en pour lire les BD, et vraiment, je sais qu'on le dit à chaque fois, mais que vous ne le faites pas forcément, parce que voilà, ça coûte de l'argent et tout, mais lisez les BD, putain, mais j'arrive pas, Paper Girls, ça a un réel intérêt, comme pour Saga, comme pour tout ce que fait Brian Kevogan, parce que c'est quand même le même auteur à chaque fois, hein, c'est pour ça que le comparatif est rigolo, pour Why the Last Man, plus pour Paper Girls. Et surtout, on se rappelle quand même que quand les plateformes comme ça, s'en foutent, décident de pas finalement investir tant qu'il y a le pognon qu'il faudrait, c'est fini. On n'aura plus jamais d'adaptation de Paper Girls. Comme pour Why the Last Man. C'est le produit est grillé à Hollywood. L'auteur, ça fait quand même 2 fois qu'il se fait adapter pour des échecs, en tout cas en termes d'audience. Donc, est-ce qu'un jour, parce que ça va pas remettre en question la possibilité d'un film ou d'une série Saga, par exemple, tu vois, enfin, ce qui serait quand même horrible. Ça ah non, si, quand même. Là, si tu le fais au cinéma avec des bons moyens. En film? Ouais, ou une bonne série télé. Enfin, Saga, c'est quand même... Saga, ça coûte des millions à faire, mec. T'as vu ce qu'il a montré là? Mandalorian, ça coûte des millions. Ouais, mais c'est... Un jour, on aura quand même droit à des vrais trucs de comics, non? C'est quand même pas pareil du tout, hein. Mais attends, mais attends. Mais non, mais Saga, on a une BD qui est incroyable et puis on la laisse oui, comme ça. Non, c'est sûr. Pas, limite, tu vois. Moi, il y a des trucs dans Saga que j'aimerais bien voir fait en vrai, tu vois. Enfin. En animation. En animation, ouais. Pourquoi pas? Mais genre ultra chiadé, quoi. Mais ouais, ce serait compliqué, mais bon, enfin. Donc voilà, Paper Girls, on prépare un podcast dessus quand même pour vous y intéresser. Et lisez des comics, effectivement. Et je pense que cela, maintenant, ça doit être aussi disponible pas mal en bibliothèque. Si lisez Saga aussi, hein, du coup. Vous avez pas les moyens. Effectivement, lisez Saga. Faites comment rattraper votre retard, parce que le tome 10 arrive très très bientôt. Ensuite, Corentin, la D23, c'était ce week-end. Alors, on enregistre ce podcast. Il y a eu beaucoup de choses. Une première annonce déjà. Je vais jouer dans un film de Marvel Studios. Ah bon? Ouais. C'est quand même assez ouf, quoi. T'as pas vu? J'étais sur scène et tout. J'ai fait, hey, les gars. Non, j'ai pas vu. Ah, c'est dommage. Et bah, je t'ai raté. Peut-être que t'as loupé l'annonce. C'est pas grave. Bah, du coup, on va parler d'autre chose. Il y avait c'était quoi le but de la blague, en fait? Du coup, aucune. C'est juste, je la lance comme ça. C'est de l'humour absurde. On voit comment ça rebondit. Alors, c'est un mélange d'humour absurde, parce que ça n'a aucun sens, effectivement, et de voir comment ta capacité à réagir à l'impro et tout ça. Et je te teste un peu pour voir comment tu... Non, mais là, en fait, je cherchais, genre, est-ce qu'il y avait Joe Manganiello qui arrivait chez Marvel, tu vois, un mec qui te ressemblait, tu vois. Non, c'est juste absurde. Parce qu'il faut savoir que Arnaud est Joe Manganiello en version rachitique. J'allais dire en version film français, mais si tu veux. J'ai toujours pas compris parce que je lui ressemble absolument pas. Tu lui ressembles super de ouf, frère. Tu lui ressembles de ouf. Il y a une photo où Joe Manganiello fait comme ça, c'est le signe italien là de Maquet, et on dirait toi qui aurait pris du bœuf. On dirait toi à la CW en fait. Eh ben écoute, je vais aller faire 4 mois intensifs à la salle puis on verra si je lui ressemble effectivement. Corentin, non, ce que je voulais dire, non, c'est que la D23, il y a eu beaucoup, et ça finit de faire des blagues en plus sur le fait que c'est pas musclé, ça se saoulait en fait. C'est donc, je disais, on fait donc le débrief un petit peu de la D23, donc forcément, il y avait Kevin Feige avec sa casquette, ça a fait chaud, beaucoup d'annonces de casting un petit peu, même avec des confirmations de choses qu'on savait déjà techniquement par Deadline, Variety, tout ça. Quelques bandes annonces aussi, pas tant que ça, puisque il y a eu beaucoup de footage qui ont été montrés, des trucs vidéo qui ont été bien exclusifs au public, qui étaient dans la salle, en train d'être en transe, en sueur, en train de c'est Kevin Feige de faire des Kevin, baisse-moi, c'est sa vraie casquette, je la veux. Voilà, c'est ça. Et tellement genre hey les gars, salut, c'est Kevin Feige. C'est ça. Hey, salut le public, alors. Je suis venu pour vous vendre du rêve. Et prends votre argent. C'est ça. Alors, aujourd'hui, on va me parler de quoi? Werewolf by Night, ça arrive début... Non, par contre...
Ça c'est marrant, tu vois. Grosse surprise. Moi, j'ai les images en tête de la version redoublée. Là, c'est ça. On savait pas trop quoi en foutre, on s'est dit bon bah on va le mettre début octobre histoire de faire un Ouais, Halloween bah oui, special c'est ça, mais ouais. avec un mois d'avance quoi. C'est curieux comme projet quand même, ça. Ça a l'air marrant. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien ce que j'ai vu. Ça a l'air pourtant, il y a des images où je me dis, putain, ils veulent vraiment un petit peu quand même le faire horrifique. Et en Ouais. même temps, clairement, ça va être un peu campy, on va dire, tu vois, un petit peu. Bah, c'est Grindhouse, quoi. Ouais, c'est ça, mais dans un méta parodique, quoi. Un petit peu rétro aussi, en noir et blanc, du coup. Donc, Michael Giacchino qui est confirmé à la réal et qui sera aussi le compositeur, en fait, du délire. Et ouais, si, ça a l'air vraiment chouette. Enfin, je sais pas, c'est un épisode ouais. spécial, Voilà, en fait, il y a plusieurs choses à dire, pardon. C'est que déjà, c'est Michael Giacchino, donc le grand compositeur hollywoodien, qui a fait les Abrams, qui a fait les Matt Reeves aussi. Qui a fait The Batman. Qui a fait The Batman, effectivement, qui est un très grand compositeur, mais il a jamais mis en scène de projet, à part un truc avant, pour un court-métrage dont je me rappellerai plus exactement le nom. Donc déjà, on sait pas ce qu'il va valoir en termes de mise en scène. Et là, vu que c'est de l'horreur quand même, qui fait justement, qui fait très Robert Rodriguez, tu sais, les faux trailers de Rodriguez après Machete en mode rendant hommage au cinéma de genre et dans ils ont quand même confirmé que ce sera exagérations plutôt, les plus manifestes. Mais ils ont quand même confirmé que ce sera plutôt quand même comédie. Hein. Ils ont quand même déjà confirmé que c'était classé dans le registre comédie plus qu'horreur. Oui, bah bien sûr, évidemment. Bah c'est le principe du Grindhouse. Tu vois, c'est comme Machete. T'es pas impressionné par le gore de Machete, tu rigoles devant les scènes d'action de Machete. Oui. Donc là, il y a un peu de ça, mais ça marche bien en trailer. Après, il faut voir si ça marchera bien en long format. C'est-à-dire que c'est facile de faire un faux trailer rigolo. Oui. Justement, encore une fois, l'école Rodriguez témoigne. Maintenant, sur le long terme, il faut voir. Moi, j'admets qu'effectivement, je me tape très très violemment du loup-garou de la nuit. Comme on en avait parlé l'autre fois, c'est des comics qui sont dans leur époque, qui sont intéressants comme objet culturel pour incarner le retour en grâce des monstres universels, du cinéma d'horreur underground, et voilà, toutes ces quelque part qui bizarreries, préfigurait de la fin du comics code, en tout cas de l'assouplissement du comics code. Oui, tout à fait, oui. Puis même, comme je t'ai dit, il y a vraiment un mouvement culturel au cinéma, où il y avait Christopher Lee qui a pris son rôle Dracula et tout. La mère, ouais. Il y avait donc toutes ces modes, on en avait parlé quand on avait parlé de Dracula Motherfucker, tu vois, où il y avait vraiment cette espèce d'hommage digéré. À la génération un peu fumeur de bédo, film d'action kung-fu et vampire et monstre. Donc ça, c'était intéressant. Après, voilà, le personnage lui-même du loup-garou de la nuit, c'est pas un personnage particulièrement intéressant, c'est un loup-garou, voilà, super. Là, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'ils ont essayé en fait d'en faire un produit un peu fourre-tout pour caler tous les personnages dont ils savent qu'ils ne vont pas se servir. Et je vous dirai pas du coup, mais regardez la bande-annonce, faites pause à 2-3 moments et vous verrez qu'en fait, il y a des créatures que tu as envie de voir dans d'autres adaptations ou qui mériteraient une adaptation rien qu'à elles, ou d'autres futurs Halloween Specials, et qui en fait là vont juste être mis au même endroit parce que l'épisode va rendre hommage justement à tous ces comics bizarres et horrifiques qui sont apparus à cette époque-là. Et en même temps, tu as envie de dire, ouais, mais ça nous rappelle que Marvel Studios n'assumera jamais vraiment d'aller vers ces produits-là qui sont moins grand public, voilà, en ouvrant les modèles et en faisant moins de comédie, en faisant de la vraie horreur et tout. Donc, mi-figue, mi-raisin, tu vois. Moi, j'admets l'idée de les haricots et les pois chiches, c'est ça, je me souviens plus. Salsifié, c'était salsifié. Donc, c'est cool parce qu'on voit qu'ils vont faire de l'exercice de style. Et en même temps, t'as envie de te dire, ouais, mais c'est juste pour un one shot. Ça me rappelle ça m'a l'air quand même plus intéressant d'un point de vue purement artistique que ce dont on va parler après, par exemple, tu vois. Bah, parlons-en alors. Oui, Secret Invasion. Donc aussi le trailer qui a été montré, donc ce n'est pas Secret Invasion. Changez le titre, s'il vous plaît. Appelez ça Nick Fury mène l'enquête ou je sais pas quoi. Mais ce n'est pas Secret Invasion. C'est ça, c'est genre les enquêtes de Nick Fury. Non, c'est un thriller politique à la con, voilà. Ouais, et puis avec un un marque éco-pouce, quoi, franchement. Ouais, putain, ça m'a fait rien du tout. Pareil. Moi, j'ai vu des gens, je te jure, qui étaient là en mode, ouais, Marvel a enfin retrouvé ses couilles, tu vois. Je fais, c'est sérieux, c'est parce qu'il y a un mec en leads, du coup, là, c'est-à-dire que Miss Marvel et She-Hulk, ça vous a tellement rendu fragile que d'un coup, vous avez un acteur, c'est bon, vous êtes, enfin, j'ai pas compris trop la réaction, et surtout, moi non plus, non. Surtout que là, ça fait os à ronger pour tous ces acteurs et actrices de l'univers Marvel qui n'ont plus leur place en fait depuis que la série en plus voilà, c'est un pan, tu vois, qui se développe avec Secret Invasion, avec Armor Wars, avec Captain America 4. Parce que ça a annoncé que Armor Wars en plus
techniquement serait la suite de Secret Invasion. C'est ça, ouais. Voilà. Et c'est pas nouveau, tu vois, le côté géopolitique, non, politique américaine, Techno-thriller espionnage, politique, c'est ouais, ça, ouais. voilà. Mais après, moi, j'aime bien, hein. Baston et tout. Parce que Bah ouais, mais là, c'est la version, c'est la version Lidl, encore je sais pas une pourquoi fois, ils ont tu pas, vois, d'ailleurs, c'est- j'ai même pas pourquoi ils s'aventurent sur Secret Invasion, alors qu'avec Nick Fury, ils pouvaient faire plutôt le Secret War donc sans S, Mais oui. de Bendis aussi, d'ailleurs. Mais bien sûr, qui est mais énorme, il y a des millions de choses à faire qui avec est Nick trop Fury, bien, le tu run vois, de mais- Steranko, entre autres, toutes les histoires qui ont été faites depuis, enfin, je veux dire, c'est un vrai bout, l'univers Marvel, que tu peux exploiter. Et là, ça a vraiment l'air d'être le côté, genre, en mode, ouais, on l'aime bien, Sam Jackson, allez, bon, plaisir et tout. Mais Secret Invasion, c'est beaucoup plus que ça pourrait être un blockbuster Mais Avengers. après, je pense qu'il faut, de toute façon, il faut qu'à partir de maintenant, il faut qu'on parte du principe que de toute façon, le comparo aux comics ne sert à rien. Non, je suis pas d'accord, parce que tout le teasing qu'ils ont fait avec No Way Home, où ils incitaient bien sur le côté Talos, les Skrulls qui ont pris la place de Fury, pareil à la fin de... c'était Far From Home déjà. C'était pas No Way Pardon, Home. oui, tout à fait. Pareil, la fin de WandaVision aussi, ils ont quand même mis 2 produits en mode genre, allez, Secret Invasion, Nick Fury revient. T'avais justement, c'est la fin de Far From Home, où on voit Fury dans l'espace avec... C'est ça, les Skrulls. ça va expliquer ce qu'ils se foutaient dans l'espace, justement. Mais là, enfin, à part de nous dire qu'il y a des Skrulls qui ont pris la place de 2-3 personnes dans le gouvernement. Après, c'est le teaser trailer, donc peut-être que ça, justement, c'est juste l'amorce pour ensuite, il y aura un autre trailer après, et là où on va se rendre compte qu'en fait, ça va être blockbuster S de ouf, ce qui est incroyable. On peut quand même être d'accord sur le fait que, ça a pas l'air blockbuster S de ouf. Non, là, par contre, non, mais pour l'instant, non, mais peut-être parce que c'est que le teaser. Parce que, tu vois, la partie, genre moi, le Winter Soldier, un film que j'aime beaucoup, toute la partie thriller politique, c'est écrit comme un mec qui, c'est un devoir de master ciné, tu vois. Enfin, c'est genre écrivez un thriller politique random et voilà. Et puis, mais ce qui compte, c'est les bastons. Ce qui compte, c'est l'allégorie éventuelle sur la surveillance, sur le côté les nazis sont parmi nous. Regardez, Trump il arrive et tout, tu vois. Enfin, c'était pas à l'époque, je pense, conscient en tout cas comme ça. Mais c'était vraiment les combats que tu retenais de Winter Soldier. C'était le jeu de Chris Evans. C'était la photo un peu travaillée. Mais en vrai, et mise en scène. Ouais. Tu mets pas ça à côté du moindre Matt Damon, tu vois. Enfin. Ou du moindre, enfin il y en a en plus c'est un genre qui est très couru aux États-Unis justement, c'est ça qui est rigolo, pour le meilleur comme pour le pire on va dire, mais tu vois genre Secret d'État ou dans la ligne de mire, tous ces machins là, tu vois, là on n'est pas du tout là-dessus. Homeland même, tu vois, là il y a un petit côté Marvel Homeland, tu vois, mais en version en 6 épisodes, avec des vedettes, un peu de fanservice les gars. Moi je sais pas, enfin j'aime vraiment beaucoup l'événement Secret Invasion. Pour moi c'est un des derniers crossovers intéressants de Marvel pré on va dire pré-relaunch era, quoi, on va dire. Ouais, après Secret Wars, quoi. En fait. Voilà. Et Secret Empire, pareil, tu vois, que si jamais un jour ils nous font une série télé Secret Empire, je vais péter un câble, quoi. Enfin, juste les gars, non, c'est le Hail Hydra, on le veut en grand écran avec Chris Evans qui revient ou Glenn Powell qui prend son rôle, j'en sais rien, mais faites un truc plus ambitieux, quoi. Après, je veux pas être méchant, tu vois, les images ont l'air propres, c'est cool de revoir Sam Jackson, mais ça fait vraiment petit bras. Et comme on l'avait dit à l'époque de l'annonce de la série, et Armor Wars, ça va être pareil, je pense, hein. On va avoir 2-3 combats pour le funky lol, tu vois, mais je pense que en plus Kevin Feige sait pas gérer les budgets de séries télé. Hein. Il y a vraiment un problème par rapport au dispatch des combats. Moon Knight qui faisait une série qui était super cheap et à la fin les mecs ils te font la grosse baston avec les kaiju égyptiens et tout. Tu dis mais non, mais c'est avant qu'il faut mettre la thune. C'est pas à la fin parce qu'à la fin du coup tu t'es fait chier pendant 5 épisodes, donc tu t'emmerdes. Faut mettre au début puis à la fin. Voilà, c'est ça. Là, faut quand même un climax aussi, quoi. Mais bon. Exactement. Bon voilà, on n'est pas saucé en tout cas, pas trop saucé. Par contre, ultra saucé sur un autre trailer, sur un truc dont tout le monde va s'en foutre, et là ce sera juste mon petit truc, c'est Moon Girl et Devil Dinosaur, série d'animation, donc pour Disney Channel, donc effectivement à destination d'un public un peu plus jeune, mais qui, de ce que j'ai vu en tout cas dans le trailer, a l'air largement regardable aussi par des adultes, parce que ça a l'air d'être très très second degré aussi tout ça, et DA incroyable, animation Network dans l'esprit. Ouais, c'est ça, mais ça a l'air trop cool, quoi. Enfin, vraiment, série produite par Lawrence Fishburne. Ouais, tout à fait. Ouais, avec Lunella Lafayette. Qui a aussi qui participe, je crois, au doublage aussi pour un des personnages. Bah, c'est encore une fois un des produits qui hérite le plus directement de Spider-Verse. Ouais, un petit peu, ouais. Cette esthétique super cool, super pop, super fluo, super électrique. Ça a l'air vraiment cool. Moi, franchement, je suis grave chaud dedans. Donc ça a été annoncé pour février 2023 sur Disney Channel et j'espère qu'il y aura un canal de diffusion facile pour la France, que ce soit Disney Plus ou autre chose, quoi. Bonne animation, c'est joli, ça a l'air rythmé, ça a l'air sincère encore une fois. Faites ça plus souvent en fait. Et en plus c'est pour un petit personnage donc il y a aucun risque. Entre guillemets, ça c'est pas. Ouais, qu'ils ont essayé quand même de remettre, tu sais, ils ont sorti de Marvel, quoi. Ils ont sorti des comics quand même là chez Marvel pour quand même remettre un petit peu le couvert et tout ça, quoi. C'est obligatoire entre guillemets, mais tu vois, ce sera jamais Moon Girl qui va résoudre un conflit. Remarque, elle est utile dans le Dark Ages de Tom Taylor. Hein. Ouais.
c'est pas une super grande lecture, mais en tout cas, elle est là. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, donc c'est ça. Par contre, limite, c'est le truc, en tout cas, les 3 trucs qui m'intéressent le plus parmi les 3 trailers présentés à la D23. Hein. Pareil. Personnellement, mais bon, voilà. Et puis sinon, ouais, les nouvelles plus secondaires, il y a le Thinker qui va arriver, le Leader, pardon, qui va arriver. Ouais, mais ça on en parle après pour le ciné. C'est le Ah, pardon, cinéma. excuse-moi, je croyais qu'on faisait un point des 23, excuse-moi. Non, on ne change pas les habitudes parce que Très bien. voilà. Donc, deux petites news aussi jeux vidéo que j'intercale là avant de passer au cinéma parce que quand même, le jeu Skydance New Media avec, avec une nana qui était lead sur Uncharted avant, donc tu vas me retrouver son nom, Corentin. Amy Hennig. Voilà, merci. Amy Hennig, donc qui a été officialisé. Donc c'est un peu le concept de l'annonce. On n'a pas de titre, on n'a pas de date et tout ça, mais on va quand même juste vous dire le pitch. Et le pitch, donc c'est ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, au travers du monde, mais notamment à Paris. On va pouvoir incarner 4 personnages jouables, que ce soit un soldat des US Marines qui fait partie aussi des Howling Commandos, donc fameux bataillon de Nick Fury senior. Il y aura la possibilité d'être aussi une espionne pour le compte du Wakanda, donc une Dora Milaje a priori, et aussi d'incarner soit Black Panther ou Captain America. Alors le Black Panther, c'est le grand-père de T'Challa, c'est pas T'Challa, donc, vu qu'on est vraiment dans le contexte de Seconde Guerre mondiale. Dans le canon du comics, ouais. Et donc Captain America, donc un jeune Steve Rogers qui n'a pas encore connu les joies de la congélation dans l'Antarctique. C'est ça, oui. L'Arctique, peut-être. Je ne sais plus. Là, on s'en fout. La géographie, ça n'a aucune importance. Qu'est-ce que je t'ai dit sur la géographie? Et donc voilà, juste jeu AAA narratif à mon avis qui va, voilà, vu que c'est Amy Hennig, ça va être clairement un jeu d'action aventure façon Uncharted, mais juste avec les personnages Marvel et dans ce contexte-là. Enfin moi je suis ultra chaud par contre par rapport à l'expérience cinématographique que les Uncharted ont donné aux jeux d'action aventure. S'ils mettent vraiment les moyens pour faire une pure histoire comme ça, avec un jeu vraiment très très narratif comme ça, mais dans cet univers, dans ce contexte et tout, je pense que ça peut être vraiment un très très bon truc. Je sais pas si toi t'es partant, t'aimes bien Uncharted quand même. Ouais. Non, si, j'aime bien Uncharted. C'est ma réponse à ta question. C'est juste ça. Ouais, t'as vu le trailer? Tu t'en branles? Oui. Putain, mais c'est ouf quoi. Essayer d'intéresser, franchement, je pense que ce sera mon challenge de cette année, c'est essayer de t'intéresser à un jeu vidéo quoi. Ah mais tu sais, même si c'était entre guillemets Hideo Kojima qui faisait un jeu Avengers, ça resterait un jeu sous licence. Enfin, non, mais ça peut être un bon jeu. Il y a des bons jeux sous licence à Arkham City. Mais mec, la mise en scène de Uncharted avec Captain America. Quoi? Mais t'es un malade, frère. Non, je suis pas dans l'église Uncharted. Franchement, quand tu te rappelles en plus des séquences de course-poursuite en Jeep dans le dernier, dans Uncharted 4, je suis désolé. Quand tu... Ouais, non, là, je dis à l'anglaise, tu vois. Mais quand tu t'imagines avoir ce genre de séquence, là, dans les forêts d'Allemagne, avec Steve Rogers dans la Jeep et tout ça, il y a trop moyen de faire des trucs trop cool, vraiment. Enfin, ça peut être vraiment dans... Vas-y, tu sais quoi, t'es qu'une merde, en fait. De toute façon, dès qu'il y a un truc qui t'intéresse pour moi, Naughty pas... Dog, c'est Crash Bandicoot et The Last of Us. Et Uncharted, je trouve ça sympathique, mais très facile. Voilà. Dès qu'on est sur un truc qui t'intéresse pas, t'es obligé d'être méprisant, c'est ça. Mais pas du tout. C'est toi qui me donnes la parole. C'est moi qui le jeu vidéo, ça va. Ce mépris. Et du coup, le jeu vidéo Marvel World Heroes par Niantic Labs, les développeurs de Pokémon Go, on va pouvoir être tous on va pouvoir attraper des héros Marvel dans la rue en lançant des boules. Non, mais on sera nos propres héros dans un univers de réalité augmentée et on pourra croiser. Je te jure, il va y avoir des rassemblements, ils diront ouais, tous au parc de la Villette, c'est Captain America qui y sera, et on sera tous comme des débiles avec notre smartphone à chercher Captain America à la Villette. C'est pas incroyable ça quand même? Incroyable. J'ai hâte de voir les images. C'est pas une expérience. Non, mais ça va être cool parce qu'il y aura des nouveaux. Ils vont se mettre des pains. Tu es le Hydra, je te déteste. Non, mais ça se trouve, t'imagines, ils vont dire non, mais par contre, ils peuvent vraiment faire, je pense, ce genre d'événement du coup en disant il y a Thanos qui est à la Villette ou au Trocadéro, et du coup, il faut que tout le monde vienne et il y aura des cons. Non, pas pour capturer, mais pour l'affronter. Et plus il y a de monde, et plus ce sera peut-être plus facile de, tu sais, un peu comme à la World of Warcraft avec des guides machin, sauf qu'ils demanderont aux gens de se réunir pour affronter des grosses menaces. Pour ça, il faut que ça marche quand même. Mais ça va marcher, frère.
Ça va marcher d'où? Mais attends, mais à partir de quel moment tu t'es pas rendu compte là qu'il y a une hégémonie de Marvel dans l'entertainment à peu près partout? Bien sûr que ça mais va. pour recréer Pokémon marcher, Go quand même, tu vois, c'était quand même un vrai putain de phénomène pour le coup. Hein. Non, mais je pense que tu vas voir qu'on va avoir des vidéos sur les réseaux sociaux en disant regardez tous ces moutons qui jouent au truc Marvel et tout ça, ils sont vraiment on vit vraiment dans une société. Quelle époque? Et là tu te diras ben non, parce que la société c'est dans Joker et Joker c'est pas Marvel. Et après voilà, ça va être bel argumentaire. Et moi je suis quand même curieux. Je me suis préinscrit, vois-tu, parce que je suis un Yankee et donc je pense que ça va le faire. Mais on n'entend pas tout ça, Corentin. Toi ça te dérange parce que voilà, mais t'inquiète pas que dans les micros ça ne s'entend pas le bruit ambiant. Et donc on va pouvoir passer à la partie cinéma, les dernières choses. Donc quand même petite nouvelle, et il a peut-être fait le bon choix. C'est comme un peu dans Question pour un champion. Parfois tu sens que c'était trop dur et donc est-ce que tu reviens à la fin ou est-ce que tu pars? Et donc là il a dit je pars, je ne reste pas, je m'en vais. Donc Dan Lin a priori refusé l'offre de direction de non, pas a priori. ces films. Dan Lin a refusé. En tout cas, s'il a refusé pour négocier, c'est a priori pas encore acté. Donc, ce qui se dit, c'est tout simple, c'est que Dan Lin, comme on l'avait évoqué la dernière fois, avait à son studio à lui, Right Back, avec lequel il a produit donc les films Sherlock Holmes, les films Lego, les films The Two Popes qu'on avait évoqué aussi. Donc, un producteur très versatile qui va autant vers le drame un peu intime que les trucs plus pop et colorés, que les trucs blockbusters, etc. Et pour lui, il était hors de question évidemment de quitter la boîte qu'il avait fondée. Donc l'argument de Warner Bros aurait été on te prend une part dedans. Mais évidemment, comme on le sait, Warner Bros manque de liquidité et Dan Lin aurait simplement demandé la valeur qu'il estime que sa boîte vaut. Et Warner Bros lui a répondu non, désolé Coco, mais là ça va pas être possible. Donc après ça, il aurait demandé s'il pouvait officier sur les deux à la fois et on lui aurait répondu conflit d'intérêts. Donc c'est tout simplement encore une fois une question d'argent. À ce niveau-là d'expérience et de compétences à Hollywood, évidemment tu demandes un salaire approprié et donc il a un peu quitté la table de négociation. Donc ça ne se fera pas. Ce ne sera pas Dan Lin, à moins encore une fois qu'il ait claqué la porte des négociations pour montrer à Warner Bros que non, il est très sérieux dans l'idée qu'il va falloir que sa boîte se fasse racheter. Peut-être que Warner Bros va réfléchir, enfin Warner Bros Discovery va réfléchir peut-être et dire finalement il faut quand même qu'on le paye parce que voilà. Bon, ça fait pitié un peu quand même tout ça en place publique quand même. Il y a personne à la barre pour l'instant. Toujours pas. C'est David Zaslav. Ah oui, c'est vrai qu'il le grand patron qui est officiellement Warner Bros Discovery lui appartient. Oui, non mais c'est vrai que techniquement Walter Hamada est toujours là jusqu'à la sortie de Black Adam. Non, mais Walter Hamada il reste là pour le café, on va dire pour l'instant, mais il compte les heures, il regarde l'horloge avant de quitter chez le truc. Peut-être que le café est très bon. Parce qu'il y a aucun de ces projets qui est validé à Walter Hamada pour l'instant. Il y a The Batman Joker 2 qui a priori The Batman c'est Matt Reeves qui gère tout seul sans The Penguin. Pareil, Six and Idaho et Joker 2, Todd Phillips il a toute liberté créative au point d'avoir vu son budget triplé par rapport au premier. Walter Hamada, les produits Walter Hamada, c'est-à-dire Aquaman 2, Shazam 2, etc., sont même pas sortis, ils vont pas sortir. Enfin, pas pour l'instant. Si, mais si, ils vont sortir. Avant qu'ils partent, je veux dire. Oui. Donc, s'il part, parce qu'il a dit, je reste jusqu'à Black Adam, mais après on verra. À mon avis, il s'entraîne, il joue à World of Warcraft, sur les heures de bureau, et si un mec vient lui engueuler, il lui dit, je m'en fous, je m'en vais, donc, te faire foutre. Et voilà. Parce qu'il lui dit, t'es pas mon père. T'es pas mon père, ok. Mon père, c'est Geoff Jones. C'est ça, le mec. Alors, je t'explique quand même que Walter Hamada, c'est un adulte, c'est pas un mec avec une mèche rebelle sur le côté, qui fume des clopes et qui se teint les cheveux. Non, moi, je pense qu'il a un petit mini-golf dans son bureau qu'il a fait installer au moment où la boîte s'est fait racheter. Peut-être qu'il a fait une crise d'adolescence et il s'est remis à écouter du Alezana. Non, mais attends, c'est Walter Hamada, je pense que là, il a mis son CV à jour et qu'il commence à rencontrer des gens, tu vois. Ouais. Enfin, ça me paraîtrait plus logique. En tout cas, voilà, ça fait pitié parce que, déjà, le report des films, les annulations, la politique affreuse de Warner Bros Discovery depuis qu'ils sont arrivés, ça fait pitié en général. Pour l'instant, et alors là, en plus, il demande à un mec, s'il te plaît, viens nous aider parce qu'on a besoin d'un gars pour diriger quand même DC Comics. L'une des plus grosses boîtes d'entertainment à Hollywood ou même dans le monde, tu vois. C'est tout le monde connaît Batman, tout le monde connaît Superman. Ça fait des jeux vidéo, des séries, des films, etc. Enfin, c'est énorme. Le mec, il répond, non. T'imagines quand même désolé frère, il les a laissés en vue, donc voilà, ça c'est fait, comme si moi t'imagines, j'arrive demain comme ça, je fais Corentin, est-ce que tu veux reprendre Comics Blog à toi tout seul? Je te réponds non. Ce serait quand même incroyable quoi. Allez Corentin, on continue justement, on parlait de trucs qui font pitié, le nouveau trailer de Black Adam, est-ce que ça fait un peu pitié aussi? Ouais, je trouve que t'es un peu dur en vrai, celui-là il me paraît plus construit en termes de promesses de film que les deux précédents, où il y a quand même un peu l'effet melon de Dwayne Johnson, le film.
que là on voit un peu plus la Justice Society qui a l'air d'avoir une place plus importante. Bon, le vilain, voilà, il a un design Il est trop moche. ouais, il a pas un design très heureux, on va dire. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc, il apparaît, tu fais, putain, ah, mais ça me rappelle, je sais pas, tu te rappelles de la vidéo de Clément No Life? Ça te dit rien? C'est pas un truc, bon, les gens de mon âge connaîtront, il y avait un truc avec un mec comme ça qui, je sais plus pourquoi, ils avaient un reportage sur un mec avec des cheveux longs qui s'appelait Clément No Life, sur un peu un gros geek. Et je sais plus pourquoi, je sais plus s'il était sur une application ou un site de rencontre, et à un moment, il voyait une meuf qui était pas à son goût, il disait, oh, t'es moche, oh, qu'est-ce que t'es moche, oh, toi, je te bloque. Et moi, c'est la réaction que j'ai eue devant ce personnage, quand j'ai vu le truc, j'ai fait, oh, qu'est-ce que t'es moche. C'est pas possible, quoi, tu vois. Je te bloque. Ouais. Non, après voilà, c'est la partie, moi, en fait, c'est plus ça qui m'intéresse. Même pas le film Black Adam, parce que, encore une fois, ça a l'air d'être, enfin, quand même, Un ego trip. le mec, il a signé un rôle. Oui, donc il jouera le personnage principal dans un film qu'il produit, où il joue le personnage le plus fort de la Terre, et où on lui envoie plein de héros d'essai qui va maraver à la main tout seul pour rappeler que c'est lui le plus fort, et où on va lui dire, t'es un super héros, il va répondre, non, je suis pas un super héros. Parce que moi, je tue des mecs. Non, mais il y a vraiment un côté, genre, ego trip, le film, quoi. C'est dingo. C'est vraiment un produit véhicule. Non, Dingo, c'est Mickey, c'est Marvel, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un produit véhicule assez honteux, je trouve, dans ce sens-là. Après, voilà. Moi, vraiment, je pense si on change juste la musique de la bande-annonce, et qu'on met un vrai truc un peu ah ouais, j'allais dire que tu mets le truc de Ben Hill et tout, ça marche encore mieux. Non, mais tu mets une musique un peu à la Hans Zimmer ou quoi, voilà, à la Man of Steel, ça pourrait mieux passer. Bah, faites ça chez vous si vous avez du temps et que vous voulez me faire plaisir. Faites le trailer de Black Adam avec la musique de Man of Steel, du trailer de Man of Steel, justement, You Are My Son et tout. Je pense que ça passerait beaucoup mieux que le Kanye West, Mais ça, il faut arrêter Kanye West dans les bandes annonces. Assassin's Creed aurait dû nous apprendre ça, tu vois, ça ne marche pas, ça fait pas rêver les gens, c'est de la merde. Enfin, le musicien est très sympathique, mais non, la musique est très bien, mais je veux dire pas là, tu vois, là ça fait vraiment beauf, kiki Hollywood pourri. Alors que pas là, c'est un titre de Vianney, donc ça n'a encore rien à voir non plus, quoi, tu vois. Mais après, le film lui-même, je trouve, fait beauf, en fait, hein. On est vraiment sur, gros barbecue. Moi, je te jure qu'en tout cas, de mon point de vue et par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur le trafic et tout ça sur comicsdoc.fr, ça n'intéresse pas grand monde. Mais à force de le reporter aussi, je veux dire, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend. Johnson, je me demande s'il a pas un peu cramé sa carrière à force de prendre aucun risque. Ouais, mais je pense que le climat actuel par rapport à DC fait que de toute façon, il y a une perte d'intérêt global sur quoi que le studio puisse sortir, parce que de toute façon, c'est tellement le bordel. Tu sais, on en parlait quand on a fait le truc sur Hellboy là récemment. Tout à fait. Merci aux quelques personnes qui se sont déplacées d'ailleurs. Merci aux 3 personnes. C'est très sympa. Non, j'exagère. Une vingtaine en tout. Ouais, c'était sympa. Où tu disais justement que le trafic sur le site avait grimpé en flèche quand ils avaient annoncé Avengers. Tout à fait, ouais. Les prochains, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui ont été élevés, parce que ça fait quand même quasiment 15 ans, maintenant ça fera 15 ans l'année prochaine, avec la logique Marvel Studios, les crossovers, la ligne de fuite et compagnie. Là, quand même, DC n'a pas ça. Exactement. À tel point d'ailleurs que Shazam et Black Adam ne seront même pas dans le même univers a priori. En tout cas, ça a pas l'air de se profiler comme ça. Bon, si. Parce que le fait que tu vois Amanda Waller, ça veut dire que c'est dans l'univers à partager. T'as aucun élément qui te dit, alors qu'ils ont le même cri, etc. Ils vont même pas. Une scène, tu vois, dans un trailer avec Zachary Levi qui fait une blague à la con en face de Dwayne Johnson, qui lui met un pain. A priori, je pense qu'ils sont dans le même univers, juste qu'effectivement, ils vont se snobber comme Olivia Wilde et Florence Pugh à Venise. Miss Flo. C'est là que tu vois que c'est un coup manqué. C'est-à-dire que ce serait économiquement intéressant de dire, Shazam, puis Black Adam, puis Shazam 2, puis crossover, tu vois, un plan quinquennal, entre guillemets. Je pense que c'était prévu un moment. Bah oui, c'était prévu un moment, on le savait, ça. C'est pour ça que Lionsgate, oui, c'est ça. Devait, entre guillemets, Lionsgate, c'est New quelque chose. Ouais. Voilà, c'est pas Lionsgate. Vous nous direz chez vous. Mais donc voilà, c'est pour ça que je pense que ça manque de New Line Cinema. New Line, c'est ça. Et en même temps, il y a vraiment, je pense, j'y crois vraiment, un côté, Dwayne Johnson, ça fait plus rêver grand monde, quoi. Il fait toujours le même personnage de mec trop puissant, qui lève le sourcil, qui fait un peu la gueule et qui est cool, soit blagueur, soit escroc. Et à Red Notice. Je l'ai pas vu. Mais ça, c'est une honte de faire un film pareil. C'est Algorithme, le film, c'est le film de Disney, la Jungle Cruise était sympathique, mais pareil, c'est très emprunté, c'est La Momie, Cross, Pirates des Caraïbes, Cross, Dwayne Johnson qui fait les gros bras, Skyscraper, San Andreas, enfin, il a plus, en fait, ce hit factor, enfin, aux États-Unis ici, parce que c'est une culture de blaireau, mais non, pardon, mais je veux dire que... Tu connais le mépris de Jean-Luc Godard, justement. Respect à Jean-Luc, nous sommes là. En plus, c'est pas du tout de ça que parle le film, mais bref. Je te méprise. C'est pas un film sur Corentin qui méprise la culture américaine. Le thème du mépris. C'est ça. Bref, mes biscottos, tu les aimes, mes biscottos? Donc ouais, non. Moi, je pense sincèrement que avoir à une époque The Rock dans un film de super-héros, ça pouvait être excitant. En plus, il parlait vraiment d'aller fighter Henry Cavill et tout. Là, effectivement, je crois qu'en fait, c'est encore une fois une erreur de casting, en fait.
Il aurait fallu le faire plus tôt, dans un contexte plus partagé. Oui, chez Disney, hein, on a compris, Mickey plutôt. Donc, il est mort de rire de sa vanne. Est-ce que je l'ai pas faite? Tuez-le. Parce que je t'ai fait un coup d'œil et t'as compris. T'as compris. Oui, bah oui. Et c'est ça qui est incroyable. Une fois, 8 ans de travail en commun. Donc ouais, non, pas saucé. Mais quand même, la perspective d'avoir des films spin-off qui seront sur les personnages qu'on voit, encore que Aldis Hodge, avec son surjeu CW, pareil, c'est pas non plus extraordinairement excitant. À la limite, un film Dr. Fate, si ça tombe entre les bonnes mains, peut-être. Ouais, puis Pierce Brosnan, quoi. Hein. On l'aime bien. Ouais. Je pense pareil, c'est un peu cramé, Pierce Brosnan. Ouais, mais j'ai des collègues qui ont des daddy issues qui doivent l'apprécier, je pense, tu vois, mais bon. Il a failli faire Cable. Ah ouais? Ouais, il était considéré pour le rôle de Cable avant Josh Brolin. Ouais, mais Josh, pour le coup, est plus... Et il y a même eu des concept art. Ah, très bien. Bah, je préfère Josh, quand même plus sa Ah, carrure, génial pour lui, clairement, tu vois. Cable, ouais. Il est toujours bien, Brolin. Enfin, sauf dans la vraie vie, mais en cinéma, il est toujours bien. Allez, du côté de Captain America New World Order, donc on revient un peu sur la D23 avec les deux grosses annonces cinéma, parce qu'il y a eu des panels de présentation, donc pour The Marvels, pour Guardians of... Non, pas pour Guardians, pour The Marvels et pour Black Panther 2. Black Panther 2, merci. Avec les acteurs et actrices qui étaient présentes sur place. Ils ont montré du footage. Echo aussi. Et Echo, effectivement, qu'on n'a pas vu. Mais du coup, on n'a rien vu de tout ça. On sait que Donofrio sera, enfin, Kingpin sera du coup pas aveugle comme dans le comics, mais juste borgne. Donc c'est à moitié fidèle. C'est à moitié, littéralement. Effectivement. Mais donc voilà, donc il y avait tout ce beau monde qui était présent pour défendre le film et tous les films et tout ça. Mais par contre, on a quand même eu voilà une présentation pour Captain America New World Order avec deux annonces importantes là-dessus sur le casting. Enfin, si, quand même plutôt. Bah déjà, la première, c'est que quand même il y a Tim Blake Nelson qui revient faire son rôle de Samuel Stearns qu'il avait incarné dans le film The Incredible Hulk de 2008 et dont on préfigurait de la transformation en leader. Donc voilà, ce personnage absolument horrible avec le cerveau complètement disproportionné. Vraiment, il est dégueulasse ce personnage. Bah, après, il est génial, mais il est dégueulasse. Et donc je sais pas si ça va mettre en relation un peu, tu sais, avec ce qu'on disait avec les droits du film The Incredible Hulk qui était plus à Paramount là prochainement, que moi j'avais peut-être un peu trop extrapolé en disant qu'ils allaient pouvoir refaire du coup du film solo, mais en fait j'ai l'impression que non, ça c'est Star Wars. Bien joué. Mais du coup par contre ce que j'ai l'impression c'est parce que ils vont quand même avec après Tim Roth en Abomination. Exactement. Ouais. Ils reprennent aussi voilà ces personnages là pour les remettre dedans. C'est quand même assez curieux. Mais limite justement parce que Kevin Feige je crois avait un peu contesté à une époque la canonicité de l'incroyable Hulk, vu que Mark Ruffalo avait repris le rôle juste derrière, et que à part Thaddeus Ross, on n'avait pas revu, c'était, comment s'appelait l'actrice qui jouait, la meuf de Seigneur des Anneaux, la Arwen, qui jouait la copine de Hulk, dont on n'a jamais entendu parler ensuite, et qui était, a priori, elle est encore c'est pas Liv Tyler? C'est ça, exactement. Putain, talent, Arnaud. Je t'aime. Donc, on n'a jamais, a priori, maintenant, Hulk, il est gracié, il est tranquille sur son île au Mexique. Mais en même temps, la meuf, elle existe encore dans le vrai monde. Ouais, il est parti dans l'espace, là, du coup, maintenant, donc, voilà. Oui, mais parce que voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais voulu reconnaître cette partie-là de sa vie. Mark Ruffalo, enfin, le Bruce Banner de Ruffalo va mourir seul après. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même curieux. C'est triste, ça. Même quand il avait été gracié, pareil, au sein des Avengers, il était tout amoureux de Natasha, mais normalement, il avait déjà une meuf avant, tu vois, qui a été complètement hors continuité. Donc c'est à la fois rigolo de voir effectivement Stearns qui revient, compte tenu de ce qu'on sait par rapport au côté est-ce qu'on peut vraiment adapter fidèlement les designs de comics chez Marvel Studios, parce que là effectivement le leader, voilà, c'est MODOK et Brainiac mélangés, quoi. C'est dégueu, quoi. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ça peut être ultra dégueu. En plus, a priori, il va pas jouer un rôle de vilain. Enfin, ça va pas être lui le vilain du film. Si, c'est lui le grand vilain du film, c'est lui. Mais justement, et moi, je pense par contre que justement le fait de le mettre, mais le fait de le mettre dans Captain America New World Order, et j'insiste sur vraiment le New World Order qui implique vraiment une dimension géopolitique en fait à l'intrigue, à mon avis. Notamment le fait parce que à côté de ça, il recrute en fait donc l'actrice, Shira Haas. Pour jouer la super-héroïne Sabra, qui est une super-héroïne israélienne. Donc voilà, il y a aussi un truc forcément à mon avis à jouer avec l'État d'Israël. Enfin voilà, ça va à mon avis partir en géopolitique sur ce nouveau Captain America justement, et par rapport à, on va dire, l'ingérence qu'ils peuvent avoir sur le reste des pays du monde. Et à mon avis, le leader là-dedans, Samuel Stearns, c'est vraiment à prendre plus au sens premier direct qui sera effectivement le leader, le dirigeant, peut-être justement d'une forme de nouvel ordre, tu vois, voilà, c'est ça, tu vois, sera le leader d'une organisation de je sais pas quoi qui veut déstabiliser l'ordre mondial, et justement c'est là que le nouvel ordre en fait va devoir s'installer avec ce Captain America. Est-ce que ça fait pas un peu Reddit ça du coup? Parce que quand même on a déjà Reddit, c'est une plateforme de blogging sur ça a rien à voir. Ah non, là, non. Là, c'est pire que Brassens, là. C'est, franchement, elle était éclataxe.
Vraiment, je veux qu'on insiste et qu'on prenne ce moment pour ensemble nous joindre les mains et admettre ensemble que la blague d'Arnaud était éclataxe. C'était incroyable. C'est bon, voilà, c'est fait. Ce moment est marqué. Donc ouais, attends, quand même dans le mandarin, t'avais les l'huile d'Isano qui déstabilisait des gouvernements, t'avais Hydra dans Winter Soldier. Enfin, t'as combien d'organisations secrètes qui déstabilisent des gouvernements avec un nouveau Captain America, nouvelle organisation secrète, qu'est-ce que je te dis? Ouais, c'est vrai que la nature a horreur du vide. Moi, le coup de la super-héroïne israélienne, je suis pas forcément, enfin, je sais pas si Marvel devrait aller sur ce terrain parce que déjà c'est un débat aux États-Unis, la reconnaissance de l'État d'Israël. C'est un débat dans le reste du monde aussi. Enfin, j'espère que ça va pas être. Surtout qu'apparemment dans les comics c'est un personnage raciste. Ouais, bah ah bon? Apparemment c'est ce que j'ai vu passer. Okay. J'ai pas fait, je suis pas allé encore trop. Non, parce que déjà tu sais mais... que t'avais la scène dans Wonder Woman 84 où avec son fouet, enfin avec sa liane, l'assaut, effectivement, elle va sauver un petit enfant et tout, qui avait été donné un mème qui était à la fois glauque et à la fois très drôle. Ouais, tu vois, moi, j'aimerais qu'on évite de tomber dans le côté, le côté Homeland, mais version israélienne, du coup. Ouais, mais du coup, moi, enfin, je suis curieux, mais dans le sens que, ouais, du coup, ça va être un film qui va être, peut-être, en fait, ou peut-être que Marvel Studios soupçonne pas, en fait, le côté tellement politique du truc, peut-être que ça va leur échapper, en fait. Bah, et ça va être intéressant à voir. Comme dans la série, encore une fois, Falcon et Winter Soldier, il y avait ce côté, après le blip, enfin le snap, le blip c'est ridicule comme nom. Après le snap, des gens considèrent que la Terre maintenant est une nation unique parce qu'effectivement ça a pas de sens de penser en termes de pays quand justement on t'a prouvé qu'il y avait des vies extérieures, aliens et compagnie. Et qu'en fait tout ce beau discours là sur le côté abolitionniste des frontières, le côté libertaire, etc. passait pour une allégorie du terrorisme un peu vénère en mode genre si vous luttez contre le système, attention, vous allez devenir des grands méchants, et ce qu'il faut c'est être comme Sam Wilson, c'est-à-dire un mec qui croit au système mais pas trop. Et tu te dis mais les gars, c'est quoi cette morale de con, quoi, cette morale neutre absurde? Évidemment que c'est politique Captain America, évidemment qu'en comics Sam Wilson il défouraille les fédérales quand à la frontière, quand ils empêchent les Mexicains de rentrer, tu vois. Enfin, donc voilà, moi j'ai très peur du côté justement un peu centriste de la philosophie Marvel centriste de droite, hein. Il y a toujours ce côté, en fait, si vous voulez lutter pour les bonnes choses, faites gaffe parce qu'à la fin vous allez devenir un vilain pas beau. Bon, là on va voir, j'avoue que le leader c'est vraiment un personnage que j'ai du mal à voir adapté correctement. Surtout que moi je le connais pas plus que ça, mais par contre l'utilisation qui en est faite par Ali Wing dans son Immortal Hulk, ça a tellement impossible d'adapter ça de façon en film ou en série, et même si c'était pour un truc Hulk, mais ouais, parce que c'est tellement, ça part tellement avec des plans de réalité différentes et tout ça. Mais c'est pour ça que je me dis le choisir lui particulièrement. Mais je pense que t'as raison par rapport à l'éventualité d'un nouveau produit Hulk, quoi, parce que ce qu'on voit dans She-Hulk qui remet un peu Banner en avant, ce qu'on voit effectivement par rapport à Tim Roth qui revient. Il y a quand même des choses, tu vois, par rapport à cette partie de l'univers. On veut recanoniser un peu le Hulk comme un héros un peu important, quoi. Donc pourquoi pas? Moi, j'avoue, je suis curieux. Après, je pense, parce que j'étais quand même été vraiment très très déçu par Falcon et Winter Soldier. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, j'étais pas venu au podcast pour ça parce que j'avais pas envie d'être méchant, en fait. Je pense vraiment que c'est une très mauvaise série et qui est philosophiquement nulle, ratée. À part justement pour effectivement le traitement des personnages noirs, mais ça, je suis désolé, c'était entre guillemets le contrat, et c'est pas nouveau chez Marvel Studios. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de commencer à considérer leur rôle politique, et bah malheureusement, pour l'instant, les conclusions ne s'y retrouvent pas. Donc on verra bien, et encore une fois, ça participe de ce pan thriller politique, techno-thriller, mettons un peu de réalisme et d'espionnage dans nos fictions, avec Armor Wars, avec Secret Invasion. Donc peut-être que ce sera le début d'une sorte de pan séparé, quoi. Ouais. Allez, et on termine avec l'autre très grosse annonce de cette D23, et qui est le projet qui a le plus mobilisé les gens, en tout cas de mon point de vue sur le trafic et tout ça. C'est vraiment le truc qui a attiré les foules, vraiment. C'était assez impressionnant. C'est donc le film Thunderbolts qui dévoile donc son roster et donc son casting par la même occasion, en allant recycler tous ces petits personnages plus ou moins d'importance qu'on a vu dans des films et dans des séries ces dernières années, puisque on va retrouver, alors c'est vrai que, enfin, il y en a certains qui sont un peu plus vieux quand même, effectivement, parce que de nouveau Sebastian Stan donc reprend une nouvelle fois son rôle de Winter Soldier. Florence Pugh, donc évidemment de retour en Black Widow après son petit passage dans la série Hawkeye. On a Julia Louis-Dreyfus qui avait été introduite dans Falcon et Winter Soldier, qui sera également de retour. Donc elle, son personnage et à la fin de Black Widow aussi, on l'a vu. D'ailleurs, c'était elle qui avait commandité l'assassinat de Hawkeye par Black Widow. On s'en rappelle au départ. Donc on imagine que ce sera peut-être elle un peu ça va être la Nick Fury / Amanda Waller de cette nouvelle équipe, la commanditaire.
Donc si t'arrives juste à me retrouver le nom de son personnage. Valentina Allegra de Fontaine. Merci. Ensuite, un nom très facile à prononcer. Et à retenir surtout. David Harbour qui reprend son rôle de Red Guardian. Anna John Kamen qui reprend le rôle de Ghost qu'elle avait dans le deuxième film Ant-Man and the Wasp. Wyatt Russell qui reprend son rôle de US Agent. Ça aussi, on savait que ça allait revenir. Et Olga Kurylenko qui reprendra aussi son rôle de Taskmaster. Donc plein de personnages plus ou moins secondaires, mais et parfois plus ou moins appréciés. Ça dépend. Enfin, là, c'est vraiment du cas par cas. Qui reviennent donc former cette curieuse équipe de Thunderbolts qui donc n'aura a priori pas grand chose à voir avec ce qu'on connaît des comics, et encore peut-être qu'on peut avoir un énorme twist sur vraiment qui ils sont. Est-ce que vraiment les personnages qu'on nous présente en tête d'affiche seront parce qu'il y a un twist en fait sur ce que sont les Thunderbolts, notamment dans la première série où on s'aperçoit que cette équipe en fait est composée de super vilains. Donc est-ce que on n'irait pas dans une direction, en fait on vous dit c'est eux les personnages, mais en fait au milieu du film en fait ce sera 7 autres personnages différents, tu vois. T'imagines, voilà, mais enfin, ce sera assez ouf de réussir à garder le secret là-dessus quand même, tu vois. Mais après, au niveau secret, ils tiennent plutôt bien la route, hein, chez Marvel. Bah, plus ou moins. Ces dernières années, avec le Covid, il y a un papier qui est sorti là-dessus, notamment que ça a été quand même énormément compliqué avec le télétravail, finalement, parce que c'était ça qui permettait, en fait, à des gens, d'avoir accès, en fait, à des images auxquelles ils sont pas censés avoir accès quand les gens restent à leur bureau, qui sont, eux, bien fermés, dans lesquels personne peut rentrer. Donc c'est pour ça qu'on a eu plein, en fait, que les leaks et tout ça sur No Way Home, notamment sur même Doctor Strange et tout ça, 2, voilà, en fait on peut fuiter. Donc a priori là maintenant on vient un retour à la normale sur ces aspects-là, donc peut-être que Thunderbolts aura un énorme twist avec lui, mais en tout cas sur la promesse initiale du concept art, du casting et du roster, qu'en pensez, Corentin? Moi je trouve que ça manque un peu d'envie, en fait. C'est effectivement, c'est logique de mettre ces personnages-là ensemble. On t'explique bien que Ghost, comme Yelena, comme le Winter Soldier quelque part, en fait, sont tous des héros commando, en fait. Ils ont tous été formés pour mener des opérations de déstabilisation politique, d'assassinat, de combat tactique et tout. Donc oui, c'est encore une fois, hein, comme Captain America. Je trouve d'ailleurs que ça commence vraiment à se développer, et ça m'inquiète un peu. Tout ce côté, en fait, un peu plus réaliste, on va dire, un peu plus héros de terrain, un peu plus espionnage, un peu plus flingue, un peu plus Amérique, un peu plus champ de bataille, mission secrète, etc. Parce que là, quand même, quand on fait la liste, effectivement, Armor Wars, ce sera du parti, on va dire, des armures cybertechnologiques, etc. Mais quand même, Secret Invasion, il n'y a pas de super-héros. Captain America 4, on part sur un truc d'espionnage. Thunderbolts, de base, ça flirte avec l'espionnage parce qu'il y a ce côté Black Ops. En même temps, voilà, c'est des héros dont les pouvoirs se résument simplement à tirer et à mettre des coups de patate, enfin à mettre des coups de poing, tu vois. Ouais, ça manque un peu de couleur, ça manque un peu de folie, en fait. Alors que les Thunderbolts, il y a eu des rosters vraiment très fous, hein. Il y a eu des rosters avec le Hulk, avec le Red Hulk, avec le Punisher, avec Elektra. Enfin, tu vois, il y avait vraiment des trucs beaucoup plus assassins, on va dire, que les trucs vraiment commando. Je trouve que ça fait Secret Avengers, en fait. Et le fait que Valentina Allegra de Fontaine fasse justement des apparitions dans les séries un peu comme Nick Fury, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans plusieurs produits à la fin pour te dire hey, je monte une équipe, machin, vraiment comme Nick Fury au début de la phase 1. Tu te dis oui, ça fait, en fait ce sera les Secret Avengers, c'est-à-dire ce sera des héros qui sont peut-être un peu plus gris parce qu'ils ont tous du sang sur les mains, mais dans la vérité des faits, tu vas avoir le comic relief qui va être Red Guardian, tu vas avoir le héros qui va être le Captain America qui va être donc Bucky, tu vas avoir voilà la nouvelle Black Widow qui va être Black Widow entre guillemets. Ghost, j'ai du mal à la voir s'insérer parce qu'on voit quand même très peu de choses de Anna John Kamen dans Ant-Man 2. On te montre juste que son pouvoir la torture un peu, et pareil le design est pas très heureux, je trouve, son costume déjà à l'époque. Et puis bah voilà, effectivement l'US Agent et le Taskmaster. Alors c'est très compliqué quand même. Franchement, pourquoi se retaper le Taskmaster de Kurylenko, qui était une mauvaise idée déjà à la base, enfin en tout cas un gâchis de personnage par rapport à ce qui est vraiment de maître de corvée chez Marvel. En plus, c'est un personnage qui est muet, c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir à part copier ceux des autres. La katana de leur Suicide Squad, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en plus, et puis on a un historique effectivement, comme tu dis, par rapport à ces espèces d'envie de films super-héros commando, tactiques, etc., qui moi, je pense qu'on aurait mérité d'avoir un Baron Zemo pour donner un peu plus de méchanceté ou de vraie ambiguïté morale, ou encore une fois un Frank Castle qui aurait été la meilleure façon de le réintroduire, parce que lui faire une série juste pour lui, vu que c'est quand même un tueur en fait et un vrai anti-héros que Marvel aura du mal à assumer sans lui mettre un peu de pommade ou de poudre sucrée dessus, voilà là, enfin il y a pas une seule nouvelle tête quoi. C'est quand même chose que les Thunderbolts. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un twist là-dedans. Oui, probablement, j'espère parce que le côté quand même film d'équipe de Thunderbolts, c'est l'avantage de pouvoir mettre beaucoup de nouveaux personnages, comme pour la Suicide Squad de James Gunn. Je te le vois tellement en plus en mode The Suicide Squad où aux limites dans la première demi-heure t'as les 3/4 de cette équipe qui meurt et ils en font venir après, je sais pas. Non.
Il y a pas de mort chez Marvel Studios. Bah. Personne ne meurt vraiment. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas. Ok. Enfin, c'est pas le style sale gamin de James Gunn à mon avis. Ça va être, oui, équipe commando. Peut-être qu'ils auront une équipe en face qui sera du coup plus variée. Moi, je le vois comme une Mais- réponse à The Suicide Squad, hein, du coup. Moi, je le vois un peu comme un Civil War, quoi. Même le concept art, Ouais. il fait pas beau, quoi. Enfin, c'est. Non, mais c'est un premier, voilà. Donc, bon. Après, en tout cas, il y a quand même plus de potentiel pour moi dans les Thunderbolts que ce qu'on nous a présenté. J'aime bien Bucky, j'aime bien Yelena, j'aime Red Guardian. J'avoue, j'en ai absolument rien à foutre. C'est clair. J'ai très peur de la lourditude de ce qui avait déjà été donné dans Black Widow, où c'était vraiment, il n'y avait pas une vanne qui était marrante. Il était juste chiant et bête. Le Taskmaster, franchement, je suis désolé, j'ai enfin mon fan nocturne à la Moon Knight, mais c'est pas ça le Taskmaster. C'est pas un Terminator qui copie les mouvements des autres, tu vois. C'est un personnage qui a de la gueule, qui a une voix, qui a un design plus inspiré que ça normalement. Et puis ouais, bon bah US Agent, moi j'ai bien aimé. C'est un des rares trucs que je sauve de Ouais. Falcon et Winter, même si pareil c'était plus brumeux à la fin, mais le côté justement allégorie du PTSD, le soldat qui en fait part en couille parce qu'il veut trop bien faire et qui Ouais, croit c'est que ça. l'Amérique va tout gagner à la fin. Ouais. Ça c'était intéressant, donc faut voir comment il l'utilise. Enfin, le mec, il se perd dans son rêve, dans sa vision du C'est rêve ça, ouais. américain. Tu Ça, vois, exactement. Ça, c'est vrai que c'était intéressant, quoi. Très bien, bah écoute, on verra bien. De toute façon, le film est pour de l'été 2024, donc il y a encore beaucoup de choses qui seront dites dessus d'ici là, dans tous les cas. En tout cas, on termine ce podcast là-dessus, Corentin. Donc, Ouais. on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours sur les sujets abordés dans les commentaires du site. Et surtout, bah, on vous rappelle que pour soutenir le podcast, deux solutions les plus simples, c'est de partager l'émission sur vos réseaux sociaux afin que un maximum de monde puisse découvrir le travail que l'on fournit. Et si ça vous intéresse, eh ben, vous pouvez aussi nous soutenir sur la plateforme Tipeee. Corentin. Et l'autre façon de ne pas soutenir le podcast, c'est de faire semblant de rire aux blagues d'Arnaud. Parce que ça l'encourage et après, du coup, moi je meurs à la fin. Mais non. Savoir que ma vie s'échappe un peu Mais plus t'es de moi. immunisé, 8 ans, justement, 8 ans, t'as... Non, mais le plus tôt là quand même, j'ai il était senti un incroyable. coup de couteau dans le cœur là, tu vois. Ah, il était incroyable, il était incroyable. En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!